Eh bien, démarrons. Bienvenue tout d'abord dans ce Webeco consacré au marché des œufs et aux produits en France et dans le monde. Je suis Diane Delan du magazine Filières avicoles et nous sommes avec Simon Fourdin, directeur du pôle économie d'Italie. Et nous sommes ensemble donc pour 2 heures très denses au cours duquel nous ferons le tour des résultats de l'année 2025 et nous nous projetterons sur les perspectives 2026. Mohamed Bouzidi, notre indispensable monsieur chiffre, est aussi avec nous. Il complétera les réponses avec des données plus précises, très chiffrées. Il fera ça dans les commentaires chat. Et vous le savez, des temps de questions vous seront proposés à la fin de chaque partie de ce webinaire. Il ne faudra donc pas hésiter à nous poser toutes vos questions. Ce webinaire est organisé avec le soutien de CCPA. Merci à eux. Eh bien, si vous êtes prêts, on va commencer, Simon ? Et donc, je vais démarrer sans plus attendre. Donc, comme le disait Diane, on va vous présenter le marché des œufs ou vos produits en France et dans le monde. Donc, pour la première fois, on a fait un Webeco spécifique œufs. On a dissocié la partie lapin. Donc, il y aura un autre Webeco sur la filière cunicole au mois de juin. Et donc là, on va parler uniquement de l'œuf et des ovoproduits ce matin. Alors, tout d'abord, pour démarrer, au niveau du sommaire, assez classiquement, on vous a repris tout ce qui va être matière première. Alors là, par contre, il y a pas mal de choses à dire avec le contexte géopolitique. La consommation en France, le marché français des œufs et des ovoproduits, enfin le marché européen des œufs et ovoproduits également, au niveau plus global. On a mis aussi quelques éléments au niveau mondial, quelques diapos pour vous remettre un petit peu qui sont les principaux pays exportateurs et quels sont les flux de matières qui sont échangés au niveau mondial. Et enfin, quelques petites dernières diapos pour vous parler des autres sujets connexes que sont notamment l'ovosexage et le plan souveraineté pour la filière française. Alors, je démarre tout de suite par le résumé un peu des derniers épisodes. Donc, vous savez que sur le contexte économique, il y avait le conflit en Ukraine et on a beaucoup parlé, on y reviendra d'ailleurs, c'est un point suivant sur les importations depuis l'Ukraine en soutien au conflit, enfin voilà, à l'Ukraine dans le conflit. Il y a maintenant le conflit aussi en Iran qui vient s'ajouter et qui amène un grand déséquilibre sur les marchés qui vont impacter, alors parfois directement, et on le verra ça encore plus dans le Webeco volaille de chair dans 2 jours, où là il y a beaucoup de déséquilibre sur les flux de poulet. Mais là, ça peut être aussi indirectement, et notamment sur les matières premières, avec la question des engrais, on y reviendra. Et puis la difficulté, bien sûr, sur ces épisodes, c'est qu'on n'a aucune idée de comment ça va se terminer, à quelle échéance, de quelle manière, etc. Sur l'IAHP, alors là, on va très très peu en parler aujourd'hui et dans 2 jours, enfin, en espérant qu'il ne se passe rien d'ici 2 jours, puisque c'est plutôt stabilisé en France. On est passé en risque modéré et on devrait passer dans les quelques jours qui viennent en risque négligeable. Donc il y a encore quelques cas, donc ce n'est pas sorti d'affaire, mais on en parle quand même beaucoup moins, c'est beaucoup moins impactant que ça a pu l'être. Sur l'Ukraine, j'en parlais à 2 secondes, donc la flambée des importations en Ukraine, faire le point de où on en est. Et enfin, sur l'ovosexage, depuis le dernier Webeco, les choses ont encore évolué, donc on viendra sur ce qui est en place désormais. Donc on va pouvoir démarrer tout de suite sur la partie des matières premières. Alors avant de rentrer sur les matières premières en tant que telles, les matières premières pour l'alimentation, on va parler d'autres matières premières, d'autres intrants de base, notamment tout ce qui est énergie, carburant. Donc le conflit en Iran a ravivé bien sûr les tensions, c'est une zone de production très importante au niveau mondial de carburant. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir, on en entend parler tous les jours, qu'il y a l'effet aussi lié au détroit d'Ormuz et au passage d'un certain nombre de cargos à cet endroit-là, qui fait qu'on a atteint sur le baril de Brent, qui est le baril de référence pour l'Europe, un niveau de baril à $120 le baril, ce qu'on n'avait pas connu. Alors là, sur le graphe, vous avez seulement depuis 1 an. Si on était revenu un peu plus sur les 5 dernières années, par exemple, on aurait vu que ça avait atteint le niveau de quand on était au début de la guerre en Ukraine, où il y avait une forte tension, vous vous en souvenez, sur le prix des carburants et sur le prix de l'énergie globalement. On le redira aussi tout à l'heure, mais au-delà des conséquences sur l'énergie et sur le carburant, qui ont bien sûr aussi des conséquences sur les autres chaînes de production, puisque le carburant est quand même utilisé dans à peu près tous les maillons industriels ou agricoles, il y a aussi l'impact assez direct sur les engrais, et puis on le verra aussi sur d'autres matières premières ou d'autres intrants. Ça peut être le cas sur les acides aminés, on vous a préparé aussi une diapo sur le sujet.
Et la difficulté, c'est de savoir, bien sûr, enfin personne n'a de boule de cristal, de savoir comment ça va se terminer cette histoire, et de savoir notamment sur tout ce qui transite par le détroit d'Ormuz, le temps qu'il y ait d'autres routes maritimes qui soient utilisées, ou on a entendu parler aussi de pipeline ou d'autres oléoducs ou autres, mais ça prend des années. Donc dans les quelques années qui viennent, on se demande un peu comment tout ça va pouvoir évoluer. Sachant que tous les jours, il y a un peu des revirements de situation, donc c'est très très difficile de savoir comment les choses vont tourner. Alors, si on regarde là sur les matières premières en tant que telles, on était plutôt, donc 2026, c'est en rouge. Vous aviez 2023, donc suite à la guerre en Ukraine, il y avait vraiment une augmentation très très forte à ce moment-là des matières premières. Depuis, ça a plutôt continué à baisser continuellement. Là, il y a une petite réactivation là, tout de suite sur plusieurs matières premières essentielles, que ce soit le blé, le maïs encore un peu plus. Mais il y a surtout un peu des incertitudes, comme je disais, sur la suite. Alors, pas tant sur les fondamentaux qui, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, parce que ça pourrait changer, sont plutôt bons, les fondamentaux, c'est-à-dire une météo qui est plutôt propice un peu partout dans le monde. Enfin, en tout cas, il n'y a pas eu des événements climatiques pour l'instant aussi soutenus que ce qu'il y a pu avoir ces dernières années. L'année dernière aussi, c'était une production record, pour rappel. Là, on rentre dans un épisode, en tout cas côté français et côté européen, dans un épisode très chaud. On verra si tout ça peut peut-être impacter les matières premières ensuite. Sur les tourteaux, on a un effet aussi d'une reprise liée aussi à ce contexte énergétique, avec le prix notamment du diesel qui augmente, donc le prix du biodiesel qui suit logiquement et qui soutient le prix des oléagineux. Donc que ce soit sur le tourteau de soja, vous voyez en rouge sur le graphe de gauche, ou en rouge sur le graphe de droite pour le tourteau de tournesol iPro, on est tous les deux sur des tendances où on remonte par rapport à ce qu'on a connu les mois et les années précédentes. Alors on est bien loin encore de ce qu'on avait connu en 2023, vous voyez sur la courbe en vert. Alors, si on fait le point un peu sur tout ça, là, sur les matières premières, qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc déjà, il faut vous rappeler que sur le détroit d'Ormuz, ce que je disais tout à l'heure, au-delà des aspects énergétiques, il y a l'aspect engrais, que ce soit des engrais azotés ou phosphatés. Il y a un tiers du commerce mondial maritime des engrais qui circule par ce détroit d'Ormuz. Et il y a aussi des sites de production dans des pays du Golfe qui ont pu être touchés par le conflit, alors soit directement touchés, soit où ils ne sont plus en capacité d'exporter comme ils étaient capables de le faire avant. Et donc tout ça, c'est une crainte qui est assez ravivée de la part de tous les opérateurs des matières premières sur est-ce que, avec un niveau de prix des céréales, alors qui va peut-être changer à l'avenir, mais pour l'instant qui est quand même relativement bas, peu incitatif, avec des engrais qui risquent de flamber, ça peut décourager certains producteurs, certains céréaliers à semer. C'est ce qu'on a entendu aussi pas plus tard que la semaine dernière en France. Donc pour l'instant, on va dire c'est plutôt un gros point d'interrogation sur comment tout ça va évoluer, mais il y a une incertitude de ce côté-là. Il y a aussi des demandes qui se font sentir, et j'ai vu qu'il y avait encore eu quelques annonces pas plus tard qu'aujourd'hui, pour demander à ce que le gouvernement détaxe les engrais, ou en tout cas qu'il y ait des mesures qui soient mises en place pour limiter les taxes supplémentaires qu'il peut y avoir des engrais. Je vous rappelle aussi que la Russie est un gros producteur d'engrais, et donc il y avait aussi des difficultés à s'approvisionner de ce côté-là. Pour savoir aussi le dernier rapport de l'USDA, donc le département américain de l'agriculture, globalement, il vise un contexte un peu en deçà de ce qu'il y avait eu l'année précédente. Si j'ai pris l'exemple là pour le blé, après il y avait différentes matières premières, là on a pris juste celle du blé. On est à une estimation pour l'instant à 819 millions de tonnes en blé au niveau international, alors qu'on était à 844 l'année dernière. Bon, l'année dernière, c'était une année vraiment record, donc pas forcément la moyenne de ces toutes dernières années où il y avait eu des fois des épisodes climatiques assez catastrophiques, notamment parfois en Amérique du Sud, en Océanie, et puis même en Europe, il y avait pu avoir des variations assez importantes. Là, plus que les fondamentaux, on va dire, climatiques et de mise en place, c'est vraiment le contexte géopolitique qui rend les choses un petit peu incertaines. Mais si la météo vient s'en mêler, si l'évolution du climat là, continue à se faire ressentir, on entend parler, alors je ne sais pas si vous avez suivi ça, qu'il y a le phénomène El Niño qu'on retrouve chaque année, là, qui démarre dans le Pacifique et qui après s'étend dans les différents continents.
Il y aurait potentiellement un super El Niño cette année, et donc ça veut dire vraiment des aléas climatiques qui pourraient se retrouver très importants, que ce soit de la sécheresse, de la canicule, mais aussi potentiellement des inondations, enfin en tout cas un dérèglement important. Et si au-delà du contexte géopolitique, on a aussi ce contexte climatique ou météorologique, si on parle à plus court terme, qui vient s'ajouter, ça peut rendre les choses beaucoup plus compliquées. Donc pour l'instant, on va dire les voyants sont ouverts, enfin en tout cas, il y a de la récolte, il y a de la production, mais avec le contexte géopolitique et potentiellement des aléas climatiques, ça sera à suivre avec beaucoup d'attention. Alors, autre effet sur les conséquences du conflit en Iran, c'est sur le carburant, comme je disais. Là, on vous a remis l'indice CNR, l'indice du Comité national routier. Alors là, c'est celui sur le gazole professionnel. Hein, le CNR produit plusieurs indices. Là, c'est celui du gazole professionnel. Et donc, vous pouvez voir sur le graphe de gauche qu'on a atteint là vraiment une augmentation très, très importante là, sur les derniers mois qui viennent de s'écouler là, en 2026, alors qu'on avait atteint ces records plutôt justement au début de la guerre en Ukraine, comme je disais tout à l'heure, et qu'on avait connu une baisse depuis. Donc là, tout le monde l'a vu sur le prix du carburant à la pompe, hein, mais ça, bien sûr, ça impacte dans les différents maillons. Alors nous, déjà, ça impacte, on viendra juste après sur l'indice Italie. Dans l'indice Italie, pour rappel, qui est un indice matières premières rentrant dans l'alimentation, on prend en compte le coût d'appro depuis la matière première jusqu'à l'usine d'alimentation. Et pour ça, il y a forcément des coûts de transport, de logistique qui sont pris en compte. Et nous, on indexe d'ailleurs cette partie-là sur le CNR. Donc, il y a forcément un impact direct sur le prix des matières premières. Mais plus globalement, ça va aussi impacter les tournées de ramassage, de la distribution, etc., etc. Donc, tout ce qui nécessite du transport entre les différents maillons. Donc ça va avoir un impact important. Autre exemple, peut-être dont on a peut-être moins entendu parler parce que un peu plus spécifique, mais qui est aussi un impact de ce conflit, c'est sur les acides aminés. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est très dépendant d'autres parties du monde pour la production d'acides aminés, notamment pour l'alimentation de nos volailles. Donc là, c'est l'exemple de la méthionine. Donc il y a le groupe Evonik, qui est un groupe allemand à la base, mais qui a des capacités de production à différents endroits dans le monde, dont un gros site, enfin le site majeur à Singapour, qui est le plus grand complexe mondial de production de méthionine qui existe. Depuis le début du conflit, là, ils ne sont plus en capacité de pouvoir, ils ont dû fermer l'usine, ils ne sont plus en capacité de pouvoir produire. C'est 40 à 45% de la capacité mondiale du groupe sur ce seul site. Et donc, le site lui-même pèse 13% de la production mondiale de méthionine. Donc, nous, on a un suivi, pareil pour les indices TAVI, on a Mohamed qui suit les cotations, on va dire, les cours de la méthionine. Et donc, vous voyez là, sur les deux derniers mois, une évolution de 83 points en juste 2 mois. Avec un gros point d'interrogation sur quand est-ce que l'usine va pouvoir se remettre à fonctionner et faire peser un peu moins fort toute cette tension sur les acides aminés. Alors tout ça, bien sûr, on le retrouve, on va le retrouver, on va dire, parce que pour l'instant, vous allez voir, c'est assez limité, mais on va le retrouver dans l'indice Itavi. Pour l'instant, l'indice Itavi, c'est assez fébrile, on va dire, c'est juste, on sent un petit redémarrage là sur les derniers mois. En 2025, on était quand même de moins 8% par rapport à 2024. On est encore, même en janvier-février 2026, on est encore en dessous de 2025. Mais là, c'est quelque chose qui devrait commencer à se faire ressentir dans les prochains indices qui vont arriver, puisque vous voyez, tout le contexte fait qu'entre les matières premières qui vont commencer à remonter, la tension sur le carburant, qui fait remonter aussi les oléagineux, donc d'autres matières premières, la tension sur certains acides aminés, etc., fait que tout ça va faire peser à la hausse sur les indices. Pour l'instant, on voit aussi les IPAMPA, donc les indices publiés par l'INSEE sur l'aliment code 3 CAGE ou aliment hors code 3 CAGE. On est aussi sur une tendance, on va dire, un peu, pour l'instant, encore peu marquée par rapport à ce qu'on a pu connaître, toujours par rapport au pic 2022.
Si on regarde dans les autres pays européens, alors l'indice Itavi, il est en pointillé noir, donc on sait qu'il est assez réactif comme indice, comme c'est un indice matière première, là qu'on compare à des fois des indices aliments qui prennent en compte d'autres choses que juste les matières premières, donc on a des effets un peu moins marqués, que ce soit la hausse ou la baisse. L'indice Itavi, vous voyez qu'il est plutôt très réactif, que ce soit la hausse ou la baisse. Mais on voit néanmoins qu'il y a eu des évolutions un peu similaires dans les autres pays. Et là, on sent aussi la fin de la baisse qu'on a pu connaître et peut-être le démarrage d'une reprise de ces différents indices, que ce soit en Allemagne, Pays-Bas, Pologne ou Espagne. Alors voilà déjà pour démarrer ce web éco, le premier point là sur les matières premières. Alors, on voit que les acides aminés font réagir. On a plusieurs questions dessus. On a Pascal qui nous demande si on peut préciser à partir de quelles matières premières sont produits les acides aminés. Alors là, très bonne question, je suis incapable. Alors, c'est des acides aminés de synthèse, mais par contre, à partir de quel produit, je ne sais pas si quelqu'un a la réponse. Il y a des fabricants d'aliments ou de prémixeurs parmi nous qui sont en capacité de répondre. Et on a aussi Virginie qui nous demande si d'autres acides aminés que la méthionine sont concernés. Alors là, de mémoire, mais comme Mohamed suit des différents indices aminés, il pourra nous le mettre aussi dans le chat. La méthionine, c'était particulièrement parce qu'il y avait ce site et ce fabricant qui étaient directement touchés. Donc c'est pour ça qu'il y a un effet particulier sur la méthionine, parce qu'après, ça dépend effectivement d'où sont produits ces acides aminés et les sites de production. Et donc là, c'est pour ça que celui-là était particulièrement concerné. Mais Mohamed, si tu as en tête les évolutions sur les autres acides aminés qui sont utilisés dans l'indice, notamment, n'hésite pas. Et moi, je me demandais à quelle échéance, est-ce que si Evonik reste fermé, est-ce qu'on risque d'entrer vraiment en pénurie? Est-ce qu'on a une idée du temps que l'on a devant nous? Alors, je ne sais pas si on a un suivi des stocks mondiaux, c'est ça, un peu d'aminés, etc. Là, ce qui est sûr, c'est que 13% de la production mondiale, si ça ne redécolle pas rapidement, c'est sûr que ça va avoir une tension, surtout qu'on le reverra tout à l'heure, mais on est plutôt dans une dynamique de production. Alors, on le verra en France, en Europe, mais même dans le monde, sur des utilisateurs, notamment les volailles, de certains acides aminés. Donc, forcément, dans un contexte où on est plutôt dans une demande qui est forte et où tout le monde est utilisateur, enfin une grosse partie en tout cas est utilisateur de ces acides aminés de synthèse, ça pourrait effectivement devenir très problématique. Le problème, c'est qu'on n'a aucune idée de la sortie de crise, puisque ce que je disais tout à l'heure sur la sortie du conflit iranien, presque tous les jours, on a une version et un démenti dans la foulée, donc c'est très très difficile de savoir comment... Alors, après, c'est peut-être aussi comme le conflit ukrainien. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'au bout d'un moment, si le conflit finit par s'installer, il y a d'autres alternatives, notamment de routes commerciales, qui peuvent commencer à se mettre en place. Parce que là, la problématique, c'est vraiment que le détroit d'Ormuz était un point vraiment stratégique pour les flux, et parce que c'est le plus simple de passer par là. Mais au bout d'un moment, si ça devient très très compliqué, il est fort probable qu'on développe des circuits parallèles. Mais ça met du temps à se mettre en place. Que les fabricants réfléchissent à d'autres alternatives, non? Ça, il n'y a pas un début de réflexion? Après, alors ça, on n'est pas dans le secret des dieux de ce qu'ils imaginent, mais j'imagine aussi que sur les autres sites de production, c'est pareil, si au bout d'un moment, il y a des sites qui sont un peu plus en difficulté, peut-être qu'il y a des capacités de reprendre du volume dans d'autres sites de production, mais ça nous, on ne sait pas à quel niveau de saturation des outils ils sont dans les différents sites de production. D'autres questions, on a notamment une question de Karine qui nous demande la différence entre indice Itavi et indice IPAMPA. Alors, l'indice IPAMPA, c'est un indice publié par l'INSEE. L'INSEE, en fait, fait des enquêtes auprès de tous ceux qui vont vendre des produits, des intrants aux agriculteurs, et en fait une synthèse. Et en fait, depuis, donc ça, j'en avais déjà parlé dans les précédents webinaires, on avait tout tracé ce sujet-là. Et il y a d'ailleurs un petit, j'en profite aussi pour faire une petite pub, puisqu'il y a des petits modules e-learning là en 20 minutes, 30 minutes pour vous expliquer le détail des indices Itavi pour tous ceux qui l'utilisent. L'indice Itavi a été construit dans les années 70
parce qu'en fait, l'IPAMPA reflète assez mal l'évolution réelle de l'aliment, enfin des matières premières dans l'aliment pour la partie volaille, puisqu'en fait, finalement, il y a très peu de gens qui vendent directement aux agriculteurs ou aux éleveurs, puisqu'il y a beaucoup d'intégration et que du coup, ça passe par la question de l'aliment passe par l'intégrateur. Et donc, pour essayer de refléter réellement ce qui se passait au niveau de l'aliment, il y a eu cet indice Stavi qui a été créé, qui lui est une modélisation en fait. On fait comme un fabricant d'aliments, c'est-à-dire que c'est Mohamed qui fait ça. Tous les mois, il regarde les cours des matières premières. On a comme une moulinette de formulation et on fait comme si on formulait un aliment à partir de nos matières premières qu'on trouve sur les cotations. Et on fait le même travail, on va dire, enfin, pas tout à fait, il y a bien sûr des variantes, et puis nous, on n'a pas de stock à gérer, etc. C'est fictif, mais ça permet de sortir un indice qui est vraiment un reflet d'évolution des matières premières dans l'alimentation. Donc, c'est vraiment deux outils différents. Et l'IPAMPA, autant il est très utile, enfin, même là, on voit là, il peut être utile, mais il est très utile dans les autres productions, où là, il y a vraiment beaucoup d'échanges en direct entre les acheteurs de l'aliment, enfin, qui sont les agriculteurs, et les vendeurs d'aliments. Et pour la volaille, c'est pour ça qu'il y a un autre système qui a été trouvé, mais il y a de ça déjà plusieurs décennies. Dans le chat, Mohamed nous a fait quelques précisions sur la méthionine. Et puis, merci à Camille qui nous précise que pour les pondeuses, on pourra revoir les formules sans acides aminés de synthèse, comme pour le bio. On a une question encore de Anne-Cécile qui nous dit, mais alors donc, le site de Singapour est bloqué parce qu'ils ne peuvent plus commercialiser leur production. Est-ce que c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Là, c'est exactement ça. C'est vraiment la difficulté parce qu'ils ne peuvent plus après sortir la production du site, quoi. Est-ce que le conflit au détroit d'Ormuz, finalement, peut provoquer un choc alimentaire comparable à celui de la guerre en Ukraine, finalement ? Est-ce qu'on peut mettre les deux en perspective ? En fait, on le verra aussi, je disais, dans 2 jours, mais au-delà des carburants qui circulent par là, il y a énormément d'autres types de marchandises. On l'a dit déjà, les engrais. On le verra sur le poulet, c'est énorme, la quantité de poulet qui transitait par ce détroit. Donc oui, ça a des équilibres majeurs. C'est le Brésil, on verra ça dans 2 jours, mais c'est le Brésil notamment qui exporte énormément de poulet vers le Proche et Moyen-Orient dont le flux passe par ce détroit. Quand c'est bloqué, ça fait toutes des cargaisons qu'il faut réorienter ailleurs, qui viennent perturber, par exemple, là, qui ont été notamment réorientées vers l'Union européenne et qui viennent déstabiliser les marchés européens. Donc oui, ça a des conséquences. Là, on n'est pas dans on est dans une zone où, d'un point de vue économique mondial, le Proche et Moyen-Orient, c'est quand même des très très gros producteurs d'un certain nombre de choses et importateurs aussi. Et donc forcément, s'ils ne peuvent plus importer et exporter leurs marchandises ou importer nos marchandises, puisqu'on a aussi encore des secteurs où on exporte vers le Proche et Moyen-Orient, forcément, ça vient de tout déséquilibrer le marché mondial, quoi. On est vraiment dans une zone d'échange très intense à ce niveau-là. Ouais. Et avec des prix plus très solvables. Enfin, on est vraiment sur des montants très importants, quoi. Sur le carburant, est-ce que le CNR prend en compte les aides du gouvernement pour essayer d'atténuer l'impact dans les exploitations ? Ouais, alors le CNR, du coup, vous pouvez aller sur le site, il y a vraiment une note méthodologique qui explique tout en détail comment il fonctionne. Et en fonction ils ont plusieurs indices, comme je disais, celui que j'avais mis à l'écran, il répercute quand il y a par exemple, pour les PME, des réductions des taxes carburant, c'est pris en compte. Donc tout ça expliqué, qu'est-ce qui est intégré dedans ou pas, et notamment pour tous ceux qui l'utilisent, je pense notamment aux transporteurs qui vont utiliser cet indice-là dans leur contrat. C'est bien précisé ce qu'ils peuvent mettre ou pas dans leur contrat en fonction de ce qui est inclus ou non dans le CNR. Mais tout ça est très transparent pour le coup. C'est vraiment un indice où il y a une méthodologie qui est vraiment bien expliquée. Eh bien, s'il n'y a plus de questions sur cette partie, on va avancer, voir un petit peu ce qui se passe en France. Alors, allons-y donc sur la consommation. Alors, sur la consommation des œufs, ce qu'il faut retenir en premier lieu, donc là, on vous a mis l'évolution sur les 10, même 11 dernières années. On est toujours sur une évolution très dynamique sur la consommation en œufs. Alors, si on regarde sur plus de 10 ans, là, on a pris presque 35 œufs par an par habitant. Si on regarde les premiers chiffres 2025 qui sont pas encore définitifs, qui seront affinés.
L'estimation, elle est à 237 œufs par an par habitant, donc c'est un nouveau record, on va dire, sur ces dernières décennies. Donc on a vraiment une évolution de la consommation très très dynamique. Alors on y reviendra, mais on en a beaucoup entendu parler parce qu'on voit qu'il y a une tension. Il y a eu beaucoup d'articles de presse, notamment sur des pénuries ou autres qu'on a pu retrouver dans les rayons, enfin en tout cas des rayons vides. Donc on voit vraiment qu'il y a cette appétence sur ce produit qui est très très forte. Quand on regarde la répartition entre œufs coquilles et ovoproduits, les œufs coquilles notamment, qui est un produit, on va dire, le plus basique, le plus simple possible d'utilisation, qui explique notamment cette croissance des œufs. Donc on est vraiment sur un produit plébiscité par les Français. Alors pour plein de raisons, on a encore eu une présentation de Circana la semaine dernière. C'est un peu le produit qui coche un peu toutes les cases, comme nous expliquait Émilie Mayer, c'est-à-dire que déjà il est peu coûteux, donc ça c'est la première chose à laquelle on pense, mais pas que. Culturellement, il est consommé un peu par tout le monde. Sportivement, enfin d'un point de vue santé, il est aussi consommé par beaucoup de monde parce qu'il a vraiment une image maintenant santé très plébiscitée. Et puis, il s'accommode, on peut le faire en salé, en sucré, en chaud, en froid, enfin, de tout. Il s'accommode un peu de toutes les façons. Donc, c'est vraiment le produit qui va être utilisé autant par les familles, les seniors, les plus jeunes, les sportifs. Donc, c'est vraiment un produit qui grâce à son omniprésence sur les repas, sur les plats, permet d'être très, 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 très bien vu par le consommateur. Et donc ça, pour l'instant, il n'y a aucun signe qui vient contrecarrer ça. Il est vraiment toujours avec ce vent en poupe. Et ce n'est pas seulement un effet en France, c'est bien sûr plus globalement en Europe et dans le monde où la consommation d'œufs reste extrêmement dynamique. Alors, une fois qu'on a dit ça sur l'œuf un peu globalement et la répartition entre ovoproduits et œufs coquilles, c'est intéressant de regarder, notamment en France, avec notre diversité de modes de production. Rappel, entre la cage, le sol, le plein air label rouge, avec le label rouge en plus, et le bio, un petit peu comment tout ça évolue. Donc là, pareil, sur un peu plus d'une dizaine d'années, vous avez l'évolution. Donc, on voit bien sûr que la cage, il y a eu des engagements qui ont été pris. On continue à faire cette transition vers la fin de la cage. Donc, on a un taux d'œufs. On est vraiment sur la partie GMS. Là, on viendra sur la consommation hors domicile après, où il y a vraiment une baisse continue de la part de cage. On était à 15%, en dessous de 15% en 2025. En 2026, on voit qu'on continue à baisser là sur les premiers mois de 2026. Alors, au départ, c'est ce qu'on avait déjà expliqué dans les précédents WebEco, c'était surtout au profit des autres modes alternatifs, plein air, le bio notamment, qui a une croissance continue jusqu'en 2021. Et puis, depuis, alors le bio s'est un peu tassé avec la crise économique, la guerre en Ukraine, il avait perdu quelque part de marché. Le plein air avait un peu repris ce positionnement-là. Et puis, depuis quelques années, on voit la part du sol qui commence à se développer, qui était un petit peu moins développé en France que dans pas mal d'autres pays qui étaient sur de l'alternatif. Mais là, ces dernières années, c'est plutôt le sol qui profite de cette déconversion des systèmes cage. Alors, si on regarde maintenant sur l'année, le bilan 2025 par rapport à l'année 2024, à la fois sur les prix et sur les volumes, donc vous avez tout en haut le total des œufs. Donc, on voit qu'en volume, on a pris 5% encore sur la dernière année et en prix, 3,7%. Tous les autres histogrammes sont vers la droite, c'est-à-dire que ce soit en volume ou en prix, on a été sur des évolutions importantes. Sur le sol, on a des évolutions même très importantes qui s'expliquent par ce qu'on voit juste au-dessus sur la cage, avec une baisse aussi très importante. Je l'ai remis un peu plus loin, mais sur la cage, on avait un peu une déconversion, enfin en tout cas un transfert des œufs cages vers les codes alternatifs qui s'était un peu amoindri avec l'effet conjoncture économique, puisque l'œuf cage restait quand même extrêmement compétitif et donc il était assez recherché. Et là, on a vu depuis, on va dire, l'année dernière et même depuis 1 an et demi, 2 ans, où on retrouve ce rythme de passage de la cage vers les modes alternatifs de façon importante. On le verra aussi sur les chiffres de la RHD. Et par contre, comme l'œuf cage, il est quand même encore assez plébiscité par ailleurs et encore assez recherché, c'est celui aussi qui, on va dire peut-être paradoxalement, si on regarde de prime abord, mais
à l'évolution de prix la plus importante, avec plus 9,4% sur 2025 par rapport à 2024. Sur les ensembles des autres codes, et ça a noté aussi, parce que ce n'était pas le cas il y a encore quelques années, notamment si on regarde le bio, même là le label rouge, qui n'est pas dans les mêmes volumes, mais qui a quand même une croissance dynamique sur l'année dernière, donc ça a noté. On est quand même sur des évolutions positives sur tous les autres codes, y compris les signes officiels de qualité. Donc on voit qu'on est sorti un peu de ce marasme un peu de 2022-2023 où on était vraiment dans un contexte économique extrêmement tendu. Alors, toujours à prendre avec des pincettes, puisqu'on n'est que sur les 3 premiers mois de 2026, mais pour vous montrer les premières tendances de 2026 par rapport à 2025, on n'est que sur les 3 premiers mois. On voit qu'il y a un ralentissement, on met des points d'interrogation un peu, parce que tout ça sera confirmé sur des tendances sur du plus long terme, mais on a un ralentissement apparemment sur le volume total d'œufs. Alors, ralentissement peut-être parce que c'est difficile d'en trouver, ça peut être un ralentissement parce qu'en fait le consommateur ne peut pas consommer tout ce qu'il voudrait consommer par manque d'offres. Il y a aussi une augmentation notable des prix plus importante que ce qu'on avait pour l'instant sur l'année dernière. Donc tout ça, je vous dis, à prendre avec des pincettes, on verra sur du plus long terme. Mais qui s'explique aussi, tout d'abord par le prix tiré par la partie œuf cage, où il y a toujours cette tension parce qu'il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande, mais qu'on retrouve un peu globalement aussi dans les autres codes. Alors ça peut être aussi peut-être des répercussions sur l'ovosexage. Là, on va le voir, il y a les acides aminés qui grimpent, il y a l'indice d'Avis qui devrait monter. Forcément, tout ça risque d'avoir des répercussions sur le prix. À suivre, puisqu'on n'est que sur une tendance de 3 mois pour le moment. Alors, quand on regarde, là, c'est le prix moyen de vente consommateur des œufs dans les circuits généralistes entre nos 5 modes de production, bio, label rouge, plein air, sol et cage. Ce qui est intéressant de noter, c'est en euros par œuf, c'est le resserrement très fort entre la cage et le sol, puisqu'on est dans un mouchoir de poche en termes d'écart de prix, et même, ça avait été cité la fois dernière, on a même des fois dans certains magasins où on pouvait avoir des références sol qui étaient devenues moins onéreuses que des références cage. Donc c'est un peu on arrive un peu dans des paradoxes ou des contradictions, on va dire, mais ça s'explique par l'évolution du prix cage plus marquée que pour les autres modes. Et donc, quand vous regardez sur l'évolution sur les 2025-2024, vous avez une évolution entre 2 et 3% pour le code 0, le code 1 et le code 2, alors qu'on approche, on est à 9,4%, on approche des 10% pour le code 3, d'où vraiment ce resserrement sur les premiers niveaux de prix. Et donc, sur les premiers mois de 2026, on est encore dans une évolution très marquée sur la partie cage. Là, on a plus 16%. Mais par contre, on a aussi des évolutions plus fortes, c'est ce que j'expliquais juste avant, sur le code 0, le code 1, le code 2. On est plutôt entre 5 et 8%, donc des évolutions plus marquées que l'année dernière. Donc pareil, tout ça sera à suivre sur une plus longue période. Donc là, on avait regardé tout ce qui concernait la GMS. Là, on va regarder maintenant ce qui concerne les ovoproduits, que ce soit, on verra le détail juste après, pour l'industrie agroalimentaire ou pour la RHD. Là, vous avez globalement sur l'ensemble des filières ovoproduits. Et donc, vous voyez aussi, pareil, cette répartition et cette évolution de la transition depuis la cage. Vous voyez, encore en 2011, on a été à 90% de cage, donc plus marqué que ce qu'on avait tout à l'heure. Je vais juste vous le remettre pour avoir en tête par rapport, quand on regarde la GMS et quand on regarde les ovoproduits, il y a quand même un gros décalage sur les proportions. Donc, on était à 90% d'œufs cage en 2011 et on est aujourd'hui, en année 2025 complète, à 37%. Donc, vous voyez une évolution quand même très marquée. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'entre 2022 et 2023, on a vu un peu un arrêt, en tout cas un ralentissement de la conversion, puisqu'on avait même repris un point. Et là, on a l'impression qu'on est reparti dans cette même escalier en descente de la transition vers la fin de la cage, au profit du sol et du plein air, le bio ne pesant que 2 à 3% des modes d'élevage, donc de façon beaucoup moins forte aussi que pour la partie GMS. Donc ça, c'est sur l'ensemble des ovoproduits. Et maintenant, si on regarde le distinguo entre à gauche la RHD et à droite les industries agroalimentaires, donc là déjà pour rappel aussi un gros décalage
sur les modes de répartition de production, puisque pour la partie RHD, on a un poids de la cage qui est presque encore 2 fois supérieur au poids de la cage dans les ovoproduits pour les industries agroalimentaires, puisqu'on est un peu en dessous de 60%, quand on est à presque 30% pour les industries agroalimentaires. Donc on a vraiment un décalage qui est marqué. Et une répartition, du coup, sur les autres codes qui est différente, puisque là, du coup, vous avez, allez, on va dire, pour simplifier, presque un tiers dans les industries agroalimentaires entre la cage, le plein air et le sol, alors qu'on est à plus de la moitié rien que sur la cage pour les ovoproduits pour la RHD. Donc on a vraiment des choses très marquées. Et tout ça reste loin de ce qu'on a pour la GMS. Alors, je ne vais pas vous détailler, j'ai laissé les diapos parce qu'on s'était dit que ça pouvait vous intéresser de voir le détail, mais comme j'ai déjà présenté tout à l'heure avec les courbes comparées, on ne va pas faire le détail de l'ensemble des prix par code. L'élément vraiment notable, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est vraiment cette proximité entre le prix des œufs code 3 et des prix des œufs code 2 qui se resserrent de plus en plus pour être quasiment à l'équivalence. Et j'avance pour le reste, puisque je vous ai déjà présenté ces détails dans l'ensemble des courbes. Donc voilà sur la partie consommation. Voilà, c'est le moment de nous poser vos questions. Moi, j'en avais une, mais est-ce que à terme, avec la raréfaction des œufs cage, ils vont passer au-dessus en termes de prix des œufs sol? On peut se le demander. Alors après, il y a un moment, on va dire que c'est plus forcément très cohérent que ça le fasse, mais on l'a vu, derrière, je disais, dans certaines enseignes, ça a pu se produire sur certaines références. En fait, on voit vraiment qu'on est, comme le secteur est de plus en plus confiné, petit, etc., on arrive à des effets un peu, à des effets bascules un peu, où effectivement, l'œuf qui va devenir la référence premier prix va devenir l'œuf sol, avec des références avec des volumes beaucoup plus importants. Et comme l'œuf cage va être sur des références moins importantes, avant de sûrement disparaître des rayons, en tout cas en GMS, parce qu'on voit que sur les ovoproduits, on n'est pas du tout au même niveau de transition. En tout cas, en GMS, on voit que voilà, on arrive à moins de 14%, là, donc on arrive vraiment sur un code qui pèse très peu par rapport à l'ensemble des... Enfin, d'ailleurs, il faudrait qu'on arrête de parler de code alternatif et de code cache, puisque maintenant, l'alternatif, ça devient extrêmement majoritaire, quoi. Et c'est l'œuf cache qui est partie congrue pour la partie GMS. Pour les ovoproduits, comme je disais, c'est un peu différent, puisque là, on a une partie cache qui est encore importante. Ah oui, c'est tout le vocabulaire qui va changer, finalement. On a une question de Julie qui nous demande qu'est-ce qui explique l'augmentation du prix des œufs code 3 et concernant les œufs IAA RHD, ce sont principalement les œufs importés? Qu'est-ce qui explique la différence? La première question, c'est qu'est-ce qui explique l'augmentation du prix des œufs code 3? Alors, on l'a déjà un petit peu abordé. Alors, c'est ça. Sur la première question, c'est vraiment la tension, en fait, sur des consommateurs qui peuvent rechercher ce code-là. Et puis aussi, un autre point important, peut-être que je n'ai pas précisé, c'est que plus on est plus on s'approche, on va dire, du standard de la production la moins onéreuse, moins c'est margé aussi au niveau des distributeurs. Et donc, dès qu'il y a des évolutions de coûts de production, c'est répercuté de façon beaucoup plus automatique, puisque la marge est beaucoup plus faible. Quand on arrive sur D'ailleurs, c'est souvent reproché par les acteurs de la bio-watt que leurs produits a des niveaux de marge qui peuvent être des fois trop importants et qui les qui rendent les prix un peu dissuasifs pour le consommateur. Donc forcément, sur ces premiers prix, dès qu'il y a une évolution de coût de production, ça va se retrouver aussi plus marqué. Donc quand on a des évolutions, par exemple, de l'indice Itabi tout simplement, ou d'autres indices ou autres, ça va être répercuté encore de façon plus visible, on va dire, sur le code 3, puis le code 2, et ainsi de suite, avec les codes 0 ou 1, où ça va être moins marqué. Il y a pas mal d'autres éléments qui peuvent entrer en compte. Donc, entre à la fois une tension sur l'offre et aussi une répercussion plus immédiate de n'importe quelle hausse de coût de production, fait qu'on a une évolution de prix qui est plus marquée systématiquement sur ces codes-là.
Et la deuxième partie de la question, c'est et concernant les œufs IARHD, ce sont principalement les œufs importés. Alors oui, oui et non. Enfin, en nouveaux produits, il peut y avoir effectivement, on le verra tout à l'heure, hein, les détails sur les importations. Sur les œufs coquilles, d'ailleurs, ce qu'on importe, c'est aussi beaucoup des œufs coquilles qui sont importés pour la fabrication de vos produits. Pour l'instant, même si c'est un peu en train de bouger, parce que justement, on est un petit peu en manque d'œufs, on avait assez peu d'importations directement dans les magasins de coquilles étrangers. Ça peut bouger un peu, et on en a entendu parler d'ailleurs quand il y a eu des premiers œufs ukrainiens qui sont arrivés dans les rayonnages, on en a pas mal entendu parler. Mais oui, effectivement, après, ça dépend de ce qui est disponible quand il y a des importations vers nos voisins. On importe, on le verra tout à l'heure, par exemple, beaucoup depuis l'Espagne. Bon, bah, l'Espagne, ils sont dans des répartitions de modes de production un peu différents de nous, avec notamment une part de cage beaucoup plus importante. Donc, quand on importe depuis l'Espagne, on va importer principalement, en tout cas, le code 3 est plus représenté que d'autres codes, par exemple. Et quand c'est la Pologne également, par exemple, depuis lequel on importe beaucoup, ça peut être aussi ces codes-là qui sont plus représentés. Voilà. Et puis après, les œufs généralement, les œufs qu'on importe, quand on fait une importation, on cherche aussi un effet prix, hein, et donc on va être plutôt sur des codes 3. Quoi. Mais il y a quand même des importations aussi d'œufs plein air, hein, ça existe aussi pour certains opérateurs. D'accord. On a un message de Karine qui nous dit « Il me semble que la Commission européenne devrait présenter en 2026 une proposition pour l'interdiction de l'élevage en cage dans l'UE avec des délais de transition appropriés. Savez-vous où nous en sommes sur ce sujet ?» Alors oui, tout à fait. Donc c'est un sujet qui devait être traité déjà depuis quelques années. Hein. La proposition devait déjà avoir lieu en 2023, si je ne m'abuse. Et puis ça avait été reporté. Il y a eu les élections européennes. Il y a eu pas mal d'événements qui ont fait que ça a été décalé. Et là, le commissaire européen à l'agriculture a remis un peu ça sur le haut de la pile. Donc pour la filière pondeuse, il y a deux sujets. On y reviendra aussi sur le deuxième. C'est la question effectivement de la fin de la cage. Ça fait suite, hein, je vous rappelle, j'ai pas mis les détails dans ce webinaire, mais il y a eu une pétition End the Cage Edge par des ONG qui voulaient pousser à la fin de la cage, et ils avaient reçu un certain nombre de signatures qui fait que la Commission européenne était en devoir de faire des propositions pour voir comment ils pouvaient tenir compte de cette demande. Donc, il y a eu pas mal de consultations qui ont été faites. Nous, actuellement, l'ITAVI, on travaille pour le ministère de l'Agriculture avec d'autres instituts techniques pour d'autres productions sur chiffrer un peu quel serait le coût de la fin de la cage dans différents systèmes, dont la pondeuse. Donc, c'est des choses qui sont effectivement très étudiées en ce moment et les propositions devraient arriver. Alors après, dans les propositions, forcément, s'il y a proposition d'interdire la fin de la cage, ce qui pour l'instant il n'y a encore rien d'écrit, hein. Mais si c'était le cas, il y aurait forcément aussi des périodes de transition, et c'est là, ça sera un sujet de discussion, mais on sait que ça sera sûrement des délais, on va dire, en tout cas qui devraient être compatibles avec les rythmes de refonte de bâtiments en élevage pondeuse, ou ce qui avait déjà pu avoir lieu dans d'autres productions, ou même sur la pondeuse quand il y avait des évolutions à faire. Notamment quand on est passé en cage aménagée, par exemple, il y a toujours des délais qui sont ensuite proposés, mais ça, c'est de la négociation après entre pays, entre États membres, etc. Mais oui, c'est... Et donc, le deuxième point, du coup, ça va être sur l'ovosexage, puisque l'élimination, en tout cas la non-élimination des poussins mâles dans la filière pondeuse fait partie aussi des sujets qui sont sur la table sur cette potentielle nouvelle directive bien-être. Voilà. Et donc ça, c'est le deuxième sujet qui concerne la pondeuse. Alors là, pour le coup, la France est déjà passée à ce système-là, mais ça serait de voir si ça serait pareil, appliqué à l'ensemble des États membres, et pareil, à quel délai, sous quelles conditions, etc. Nous n'avons plus de questions, donc je crois qu'on peut poursuivre. Donc là, on a parlé de la consommation au niveau français. On va pouvoir attaquer la question de la production. Donc c'est intéressant toujours de mettre les deux en parallèle pour regarder comment ça évolue de chaque côté. Donc forcément, on a vu sur la consommation, on a une part de cage qui diminue. Bon, c'est ce qu'on retrouve au niveau de la production. Là, c'est les répartitions des effectifs de poules pondeuses en France par mode d'élevage. Et donc, on voit bien la cage qui est tout en bas, hein, même code couleur que tout à l'heure. On est bien dans une transition avec une part de poules élevées en cage qui diminue. Mais pareil, on peut voir quand
On a eu un petit soubresaut en 24, donc c'est un peu ce qu'on a vu aussi sur les ovoproduits. On sent qu'il y a eu un peu un ralentissement à un moment donné avec le contexte économique, et que là, on reprend l'évolution qu'on a connue avant l'épisode guerre en Ukraine notamment. En janvier 2026, on est à 23, mais c'est 22% qui est indiqué dans le graphe de capacité de production en cage aménagée. Donc on est à un nouveau, on va dire, seuil bas qu'on a pu connaître jusqu'alors, et qui a été remplacé ces derniers, là, entre janvier 25 et janvier 26, surtout par des élevages au sol, puisque la production plein air est quasiment restée stable, et ainsi que la production bio, qui, comme on l'indiquait tout à l'heure, sur la partie consommation, avait connu son pic en 2021, ce qui est le même pic en termes de répartition de la production au niveau français. C'est assez logique que les deux soient corrélés, surtout qu'on est quand même sur un taux d'auto-approvisionnement en France qui avoisine les 100%, donc la production est à peu près similaire à ce qu'on peut voir en consommation. Sur les mises en place, donc là vous avez le graphe des mises en place de poulettes d'un jour en France. Donc en 2025 par rapport à 2024, on est sur une hausse, alors relative, 3,3% de poulettes de un jour mises en place par rapport à l'année précédente. Donc on est sur une dynamique de hausse, et on le verra tout à l'heure, ça a des impacts, et le but, c'est de retrouver de la production pour suivre cette consommation très dynamique. Et on est sur les premiers mois de 2026, donc pareil, c'est que 2 mois, donc il faudra regarder sur une plus longue tendance, mais de plus 1,4%. Donc on semble continuer cette évolution positive du nombre de mises en place. Et puis pour rappel aussi, on a aussi un allongement des lots qui se fait en parallèle, donc en plus de hausse de mise en place, si les lots durent plus longtemps, tout ça permet d'avoir une production en hausse. Et donc c'est ce qu'on voit sur ce graphe à l'écran. Sur cette projection, là, vous avez en 2026, c'est en noir, et en pointillé, c'est à partir du moment où c'est estimé, une estimation qui date de mars 2026. Et donc, on voit par rapport aux années précédentes qu'on est vraiment dans une production dynamique par rapport aux années précédentes depuis 2020. En 2025, on était déjà de plus de 1% de la production par rapport à 2024. Et donc là, on attend une évolution sur 2026. Il y a un petit point d'attention, puisque le modèle d'estimation peut des fois poser problème. Donc, c'est vraiment des choses à regarder avec du recul, et on consolidera ces données quand on aura des éléments un peu plus tangibles. Donc, c'est plutôt, on va dire, positif et à la hausse, mais à suivre quand même selon la méthode d'estimation. Alors, si on regarde maintenant le détail au niveau des échanges, donc on va regarder d'abord sur les œufs coquilles, on regardera ensuite sur les ovoproduits. En 2025, et ça s'explique par ce contexte tendu d'équilibre entre offre et demande, on a des exportations en œufs coquilles qui sont en forte baisse, et des importations à l'inverse en œufs coquilles qui sont en forte hausse. On sent qu'on a eu besoin de volume en France, donc avec un chiffre quand même très important sur les importations en œufs coquilles, parce qu'on a plus 20,5% en 2025 par rapport à 2024. Donc c'est quand même une évolution à 2 chiffres, donc c'est très marqué. Et sur les exportations, donc à droite, moins 9,1%. Alors attention sur la lecture des deux graphes, vous voyez qu'on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur sur les échelles, donc à mettre en comparaison, il faut rester vigilant. Donc à gauche, donc, vous avez les importations, donc on importe principalement depuis l'Espagne, et il y a un autre graphe qui le montrera tout à l'heure, mais aussi de plus en plus depuis la Pologne. La Pologne qui est déjà un acteur majeur sur la volaille de chair, et aussi en Europe un acteur de plus en plus majeur sur la partie œufs. Et sur les exportations, on exporte vers nos pays voisins frontaliers, vers les Pays-Bas, vers la Belgique, vers l'Allemagne, etc. Mais également, on exporte aussi vers d'autres pays de l'Union européenne, ou vers des pays tiers de l'Union européenne. Là, on est sur les 3 premiers mois. Pareil, c'est que 3 mois, donc ça sera à revoir, à repasser dans le screen pour le prochain WebEco, mais sur les 3 premiers mois, on est vraiment sur la même continuité de la tendance de 2025, c'est-à-dire une évolution très marquée à la hausse des importations, et une évolution très marquée là avec une évolution à 2 chiffres également à la baisse sur les exportations.
On retrouve les mêmes pays, on va dire, depuis lesquels on va importer, que ce soit l'Espagne ou la Pologne, par exemple pour les importations, ou les Pays-Bas et la Belgique pour les exportations. Donc à suivre, on reste quand même, on sent vraiment qu'on est toujours sur cette tension et ce besoin d'avoir des œufs coquilles supplémentaires en France. Quand on regarde là le détail un peu plus fin sur les œufs coquilles, bon déjà on voit cette tendance, là vous avez sur un peu plus de 10 ans, sur presque 13 ans, l'évolution des importations de la France en œufs coquilles mois par mois. Et donc, vous voyez les évolutions qui se font de plus en plus fort quand on s'approche de la droite du graphique et vers aujourd'hui. Et notamment, vous voyez en rouge vif, là, c'est les importations depuis la Pologne. Et donc, la Pologne était assez peu présente par rapport à d'autres pays pour la France. Et là, on voit vraiment que la Pologne a pris une part importante, et notamment quand il y a eu les épisodes d'IAHP en France, notamment dans les Côtes d'Armor, hein, pour rappel. Et ben, quand on a dû compenser cette baisse de production française, on a été chercher notamment pas mal d'œufs en Pologne. Et du coup, la Pologne, depuis cette entrée, on va dire, plus forte dans le marché français, a consolidé cette place de pays exportateur vers la France. Pour rappel, c'est le chiffre qui a été présenté juste avant, mais on est donc en année record en termes d'importation d'œufs coquilles à plus 20,5% par rapport à 2024. Alors sur les ovoproduits, c'est un peu différent dans le sens où la France reste un pays important en termes d'exportation. Donc là, pareil, faites attention avec les échelles. À gauche, vous avez les importations françaises d'ovoproduits. Donc on a importé notamment depuis l'Espagne. Et là, il y a les Pays-Bas avec une évolution très marquée d'ailleurs sur 2025 par rapport à 2024 depuis les Pays-Bas. On va exporter nos ovoproduits notamment vers la Belgique, vers l'Espagne, vers le Royaume-Uni, mais aussi, c'est le dernier histogramme tout à droite, vers les pays tiers. On a quand même quelques groupes français bien implantés qui vont exporter notamment vers l'Asie du Sud-Est, le Japon, etc., où il y a des marchés qui sont un peu historiques et sur lesquels les producteurs français d'ovoproduits ont toujours été bien positionnés. Et donc ça se retrouve sur le graphe avec la barre pays tiers qui est très importante sur les ovoproduits. Donc là, c'est dynamique dans les deux sens, on va dire, à la fois dans les importations et les exportations. C'est une filière où il y a plus d'échanges. Ça n'exprime pas le même déséquilibre qu'on peut avoir sur les œufs coquilles. Sur les 3 premiers mois, on est sur des tendances un peu similaires, mais même plus marquées. Sur la partie importation, on est à plus 8%, mais sur la partie exportation, on est plus 21%, avec notamment, là vous voyez sur les pays tiers, mais c'est parce qu'il y a un pays, notamment l'Équateur, qui importe énormément, qui explique ce 121% de croissance sur les pays tiers, donc très très marqué, mais lié notamment à un pays, mais qui montre aussi quand même que les acteurs français sont en capacité d'aller chercher, de répondre à ces besoins-là quand il y a des marchés qui s'ouvrent de cette manière. Sur les fournisseurs de vos produits de la France, donc on a parlé des Espagnes et Pays-Bas, donc là on voit un peu la répartition mois par mois, on voit aussi la tendance un peu plus long terme, et selon les mois, on voit que la fluctuation peut se faire entre Belgique ou Pays-Bas ou Espagne en fonction des mois. Juste une petite diapo, parce qu'on rentre rarement dans ce niveau de détail dans les WebEco en tout cas, mais si on regarde sur les types d'ovoproduits, là c'est sur la partie importation, on nous en a mis qu'une diapo sur le détail, mais c'est vrai que c'est des choses que des fois on peut regarder. Voilà, là c'est l'évolution des échanges d'ovoproduits par type de produit. Donc vous voyez que c'est sur les jaunes liquides qu'il y a donc tout en bas de l'histogramme où les exports sont les plus forts. Et par contre, dans les imports, on va être plutôt sur les anti-liquides. Donc, forcément, il y a beaucoup d'échanges dans les deux sens, import-export, mais ce n'est pas les mêmes produits qu'on va importer et exporter en fonction des besoins et puis des déséquilibres un peu marché qui peut avoir selon les pays, certains étant excédentaires en jaune, d'autres en blanc, en fonction des habitudes de consommation de leurs habitants, etc. Donc là, en France, porté par les jeunes liquides. Et puis, je disais juste à l'instant, là, c'est pour les évolutions des exportations de vos produits vers les pays tiers. Donc là, vous avez l'Équateur qu'on retrouve dans les autres pays.
qui explique cette gradation importante et ce record un peu sur les tout derniers mois, là, les premiers mois de 2026. Alors là, juste pour parler un petit peu sur les prix au niveau des fabricants et des conditionneurs. Donc là, vous avez la TNO, donc à gauche calibré et à droite industrie. Et donc, vous voyez les évolutions sur les moyennes 2025, 2024 et 2023. On est sur des évolutions marquées, hein, plus 30% sur la TNO calibrée par rapport à 2024, plus 37% sur la TNO industrie. Et j'en profite aussi en parlant de la TNO, je pense qu'il y avait certains d'entre vous qui m'avaient posé des questions là, donc c'est toute une cotation qui est faite par le journal des marchés là, qui est en train d'évoluer, donc il y a toute une méthodologie qui est en train d'être rebasée pour tenir compte notamment du poids de la cage, hein, parce qu'on était sur des codes 3. Donc comme le code 3 devient de moins en moins important, l'idée c'est de rebasculer ces cotations qui seront plus, quand ça sera plus représentatif dans le système, sur des codes 2, pour tenir compte de l'évolution de la production française. Et puis aussi, ça ne sera plus du calibré industrie, mais on sera sur du conditionnable ou non conditionnable. Ça sera 2 catégories différentes. Donc ça, si vous voulez plus de précision pour ceux qui en demandaient, je pense qu'il y a Virginie Pinson qui est avec nous d'ailleurs dans le WebEco qui pourra répondre, et puis il y a Mohamed aussi qui a suivi les réunions. Enfin bref, je pense que vous avez les personnes ad hoc si vous avez besoin de plus de précision sur l'évolution de cette cotation qui est très suivie en France sur la partie F. Oui, ça sera aussi une cotation hebdomadaire, c'est ça aussi que je voulais rappeler. Et sur les indices, donc ça c'est l'Itavi qui suit ça, l'indice des prix sortis centre en évolution, en indice. Hein. Donc on voit l'évolution qui est assez marquée, qui est un peu logique, hein, qui est pareil à retrouver, à mettre en parallèle avec ce qu'on avait vu sur ce qui était vendu aux consommateurs, avec un indice notamment des prix code 3 qui a grimpé beaucoup plus vite que sur les autres codes de production, même si tous sont quand même globalement en hausse, et qui s'explique par la tension aussi entre l'offre et la demande. Donc voilà sur cette partie. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors oui, on a des questions. On a tout d'abord Virginie qui nous demande si on a des données des mises en place, mais par code. Est-ce qu'on a des tendances un petit peu? On a des chiffres là-dessus? Bonne question. Nous, moi, dans les présentations, on ne les a pas. Je ne sais pas si Mohamed ou Adèle, dans vos présentations respectives, vous avez des détails. Voilà, on va laisser le temps à Mohamed de faire ses recherches et de nous répondre. Et puis, on va passer à la question suivante en attendant. Avez-vous le volume d'œufs coquilles importés en GMS et RHD? Alors, en fait, nous, quand on suit les importations et les exportations, on a le global. On ne peut pas forcément savoir après dans quel débouché ça suit. Donc après, pour retrouver les flux, il faut creuser un peu plus loin. Ce n'est pas les statistiques officielles qui vont nous dire forcément vers quel circuit de distribution ça va. Donc après, il faut regarder justement avec les données, là on a plus de données, c'est les données des panélistes qui peuvent nous dire ce que les consommateurs vont acheter. Mais après, ça dépend si le critère origine est suivi par le panéliste, ce qui n'est pas toujours le cas. Par exemple, si c'est, je sais pas, du label rouge, bon là c'est facile, puisqu'on sait que le label rouge il va être produit en France. Si c'est du label rouge, si c'est pas de œuf de France qui est suivi, on n'a pas de possibilité de le savoir en tant que tel. Donc là, il faut aller enquêter, ce qui n'est pas une mince affaire pour savoir exactement où ça va. Donc là, alors pour les œufs, c'est pas le cas actuellement, mais pour la volaille de chair, on fait pour Envol l'Interprofession une étude en ce moment pour justement enquêter tous les acheteurs de volailles en France pour savoir quelles sont l'origine de leurs importations, quel type de poulet ils vont acheter et pour quel circuit de débouché. Mais ça demande un travail assez lourd, donc c'est pas forcément fait en continu, quoi. C'est fait tous les X années quand on a besoin de réactualiser un peu les chiffres. Donc, voilà. Mais c'est pas si évident que ça de les suivre, contrairement à ce qui rentre, ce qui sort, notamment de l'Union européenne. Parce qu'après, vous savez aussi, quand c'est à l'intérieur de l'Union européenne, entre pays, ça peut être aussi plus compliqué, quoi. Une question sur les Espagnols, on a fait un petit focus dessus déjà, mais est-ce qu'ils ne souffrent pas du manque de dispo? Et puis où est-ce qu'ils en sont sur la transition cash-sol?
Alors là, on n'a pas remis effectivement le graphe, on pourra vous le remettre pour le prochain WebEco là, des données de la Commission européenne qui montrent l'évolution dans chaque pays de l'Union européenne des différents modes de production. Donc de mémoire, hein, je ne sais pas si Adèle ou Mohamed ont les chiffres en tête, mais on doit être autour de 67%, on doit être à 2/3 à peu près de cages encore en Espagne. Donc on est effectivement sur des poids de la cage beaucoup plus importants que ce qu'on peut avoir en France ou dans d'autres pays de l'Union européenne, puisqu'il y a des pays comme l'Allemagne qui sont à 5% ou 4%, les Pays-Bas qui sont à 15%. Donc il y a des pays qui sont moins hauts, mais d'autres pays qui sont aussi des pays qui exportent, comme la Pologne, sont à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. Donc en termes de transition, ils continuent aussi leur transition, hein, parce qu'il y a quelques années, moi je me souviens encore, quand je suis arrivé à l'Italie il y a 4 ans, on était à 75%, quoi. Donc on a quand même une baisse marquée de 3/4, on est arrivé à 2/3, et donc ça continue aussi à évoluer dans ces pays-là. Ils regardent bien sûr aussi ce qui se passe sur la réglementation pour voir s'ils vont devoir... ils suivent aussi ça de près, parce que si nous, demain, la France, on doit arrêter la cage, on a un pas à faire qui est non négligeable, mais qui est quand même moindre. Eux, forcément, s'ils ont encore 2/3 de leur production, ça veut dire que la transition risque d'être un peu plus complexe chez eux. Bon, bref. Donc, tout ça pour dire qu'ils sont effectivement en train de continuer à transitionner, mais avec un poids de départ qui est quand même différent. Et après, oui, sur les exports-imports, l'Espagne, c'est quand même un gros pays avec lequel nous, on échange pas mal et qui continue à être bien positionné par rapport à ça. Moi, j'avais une question concernant le détail vos produits. Je suis très étonnée que ce soit le jaune liquide qui fonctionne mieux que le séché. On pourrait penser qu'en termes de conditionnement, pourtant, c'est plus contraignant. Est-ce qu'on sait pourquoi finalement c'est le jaune liquide comme ça qui porte les ovoproduits ? Non, ça, moi je ne saurais pas expliquer en détail. Alors après, ça dépend aussi des marchés sur lesquels on est positionné. Forcément, effectivement, quand on est sur des jaunes séchés ou autres, on va être plutôt sur des marchés plus à l'export. Par exemple, quand on va exporter dans certains pays tiers ou autres, on ne va pas avoir les mêmes types de produits. Mais globalement, les ovoproduits, par rapport à des œufs coquilles, c'est ce qu'on a remis dans une diapo plus tard, c'est quand même des produits qui voyagent beaucoup mieux que des œufs coquilles. Donc globalement, c'est pour ça aussi qu'on a des acteurs... Pour rappel aussi, hein, les fabricants d'ovoproduits sont quand même cantonnés à certaines zones du monde, alors que les œufs coquilles, il y en a un peu partout, quoi. Les fabricants d'ovoproduits, on va les retrouver en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Nord. Ils sont dans certaines zones du monde, on n'en a pas forcément partout. Par contre, ils vont exporter, eux, dans le monde entier, en fonction des besoins. Alors après, là, pourquoi il y a du jaune liquide principalement, ça peut être sur nos acteurs à nous qui ont des compétences sur le sujet. Je ne sais pas, pareil, si Adèle ou Mohamed, vous avez des compléments sur pourquoi le jaune liquide plus qu'un autre produit. Mais voilà. N'hésitez pas à compléter dans le chat. A mis en Espagne, donc la par cage, c'est effectivement 64%, donc un petit peu moins même que 2/3 actuellement. Ouais. Concernant l'allongement des durées de ponte, est-ce qu'on commence à voir un peu des effets en termes de volume ou pas Alors, c'est difficile à capter directement, mais oui, effectivement, on sait que la durée de ponte... Alors, je ne sais pas si d'ailleurs, pareil, Adèle, si tu as les chiffres des derniers PTCP, peut-être qu'on pourrait mettre 2-3 chiffres pour montrer quand même que c'est quelque chose qu'on suit, hein, qu'on arrive à avoir une évolution importante sur la... Oui, puisque du coup, c'est transparent en termes de mise en place. Et c'est vrai que c'est intéressant on peut le mettre, nous, en tout cas, sur les performances techniques et coûts de production que suit l'Italie. Donc, c'est des enquêtes auprès des OP. Ça, c'est quelque chose qu'on suit. Et donc, on peut regarder et qu'on fait chaque année. Donc, on peut suivre sur du long terme l'évolution. Et après, il y a un gros décalage aussi, bien sûr, entre les durées de l'eau en souche brune ou en souche blanche. Donc, avec des souches blanches qui ont des durées de l'eau beaucoup plus longues. Donc, principalement tournées vers la filière ovoproduits. Et qui ont là des durées de l'eau de plus en plus longues. Et ça, on suit ça dans les enquêtes et on voit effectivement que ça continue d'évoluer. Et donc, si on a des mises en place supérieures et des durées de l'eau aussi supérieures, globalement, ça veut dire qu'on a un parc de production qui est en capacité de produire plus d'année en année, quoi. Et ça, c'est important aussi. Et puis, en plus, il y a un autre effet. C'est d'ailleurs une des raisons, pas du tout la seule, mais qui a permis aussi qui a fait qu'on a allongé les lots, c'est quand il y a des problèmes sanitaires et qu'il y a des difficultés d'approvisionnement en poulettes pour un atelier de poules pondeuses,
d'avoir des lots plus longs, c'est aussi moins de transfert Ça évite d'animaux. les échanges, les Échanges, changements. et Et si oui. jamais il y a un blocage à un endroit donné, alors bien sûr, il faut que les poules soient encore en état au bout de X semaines de production, mais si c'est le cas, eh ben on peut garder un peu plus longtemps. Parce que des fois, on a déjà eu des retours, alors je ne sais pas comment ça s'exprime dans les chiffres, mais où des éleveurs se plaignaient, on va dire, de réformer des lots qui, pour eux, auraient pu continuer encore un peu, quoi. Donc là, on voit vraiment que, du coup, quand l'opportunité est là, on peut allonger un peu plus. Ça participe à la solution. Mohamed a ajouté dans le chat une réponse concernant l'Espagne que vous pouvez consulter. S'il n'y a plus de questions, on va continuer. On va partir en Europe. Donc, on va pouvoir partir. Oh là là, on a plein de questions. Attendez, oh là là. Il y a d'autres questions qui viennent juste de se rajouter, si on peut encore y répondre. Quel est l'âge moyen d'abattage des poules pondeuses? Pareil, je vais demander à Adèle si elle peut nous mettre le dernier chiffre du dernier PTCP. Vous aurez les stats nationales. Et impact des conflits géopolitiques sur la construction de poulaillers. Alors ça, c'est compliqué à répondre à court terme. Ce qui est sûr, c'est que forcément, dès qu'on a une augmentation des prix des différents intrants, alors le carburant bien sûr, mais tous les autres postes, forcément, ça va avoir un impact sur le coût de construction des poulaillers. Depuis la guerre en Ukraine, alors pareil, ce seraient des chiffres qui seraient étayés, à vérifier, sourcés. On entend des plus 40% d'augmentation du prix des bâtiments là depuis 4 ans, on va dire, à peu près maintenant, le début de la guerre en Ukraine. Donc on sait qu'il y a des évolutions qui ont été très marquées. Forcément, s'il y a d'autres conflits et d'autres problèmes de disponibilité de certaines matières premières ou autres, ça va forcément jouer sur le coût de construction des poulaillers. Sachant que sur la construction des poulaillers, pour avoir fait des enquêtes dernièrement auprès des opérateurs sur ce sujet-là, au-delà des coûts, il y a aussi la disponibilité des constructeurs. Comme il y a énormément de demandes, il y a énormément de projets, ils ne sont pas forcément toujours disponibles à court terme. Et donc, les listes d'attente sur les carnets de commandes peuvent être assez longs. Des fois, 1 an et demi, 2 ans de délai. Moi, c'est des choses qui m'ont été rapportées dans des entretiens. Donc ça peut être aussi une autre problématique, quoi. Il n'y a pas que le coût du bâtiment pour la difficulté de construire des poulaillers, il y a aussi la capacité technique à en construire, quoi. Voilà, bon. Là, je crois qu'il n'y a plus de questions. Ça y est, on peut y aller. Donc, je continue. On peut continuer en Europe. Sur l'Europe. Alors, sur l'Europe, une première donnée qu'on voulait vous partager, qu'on regarde aussi régulièrement, c'est la cotation des œufs comparée, donc la TNO, ce qu'on a dit pour le marché français, aux cotations Allemagne et Pays-Bas. Et donc, vous voyez la TNO noire pour la TNO cage et vert la TNO industrie. Donc, vous voyez les évolutions par rapport à la NOP qui est aussi sur de l'industrie en bleu et les marchés Weser Ems en Allemagne en orange et en rouge. Et donc, vous voyez en fait que cette tension-là, on la retrouve. On l'avait déjà dit au dernier parce qu'on était déjà sur des tendances un peu pareilles, mais ça continue de monter. Donc, on est vraiment sur des prix assez tendus. Et on peut noter aussi des écarts qui se resserrent entre les prix des œufs, entre Allemagne, Pays-Bas et France. On a eu notamment, là, vous voyez, en 2025, des plus grosses disparités entre pays. Et là, on a plutôt quelque chose qui se resserre, mais à suivre sur les mois qui viennent également. En tout cas, on sent cette tension se reflète, j'ai envie de dire, forcément sur les prix. Alors, sur les mises en place en poulette d'un jour, on a une tendance un peu comme en France, même plus marquée qu'en France, avec des mises en place en hausse de façon non négligeable, puisqu'on est sur une hausse à 2 chiffres, avec 11% de mise en place en plus en 2025 par rapport à 2024. À mettre en regard aussi d'une baisse qu'il y avait eu sur 2024 par rapport à 2023. Donc, on retrouve un peu des couleurs, on le voit bien sur le graphe de gauche. On était un peu au-delà de ce qu'on avait connu les années précédentes. Et là, sur les tout derniers mois de 2025, on est même en une évolution plus marquée. Donc, globalement, ça a permis une légère progression du cheptel de 0,4% en Europe et donc un redressement de la production à prévoir sur le début de 2026. Alors, sur un autre sujet qu'on regarde vraiment avec attention depuis 2022, c'est les importations, notamment depuis l'Ukraine. On
vous l'avez déjà cité dans les différentes présentations, et on continue quand même à être sur cette tendance, on verra même sur 2026. L'origine Ukraine, hein, donc c'est l'histogramme en orange tout à gauche du graphe de chaque histogramme. Donc on est passé de 32, on est en milliers de tonnes équivalent œufs coquilles, 32 à 54 de 2023 à 2024, et de 54 à 92 entre 2024 et 2025. Donc c'est une croissance extrêmement rapide, notamment sur la partie œufs coquilles. On verra en nouveaux produits, c'est moins marqué. En œufs coquilles, l'intérêt de l'Ukraine, c'est qu'ils sont vraiment tout à côté de l'Europe, donc ils peuvent exporter ce type de produits qui voyagent quand même, comme on disait tout à l'heure, beaucoup moins bien que les ovoproduits. Et donc l'Ukraine, c'est de très loin le premier pays exportateur vers l'Union européenne, avec 7 fois plus que le deuxième. Donc c'est vraiment un acteur vraiment majeur. À noter aussi quand même, parce que c'est un autre point qui est pas mal suivi, on y reviendra sur la Turquie, où on voit une évolution marquée de la Turquie, notamment entre 24 et 25, puisqu'elle a plus 135% des exports vers l'Union européenne entre 2024 et 2025. Donc, loin derrière l'Ukraine, certes, mais un acteur quand même majeur. Alors, on verra qu'il s'est plutôt repositionné sur ces marchés-là à l'export, puisque globalement, pour la Turquie, c'est plutôt la production est plutôt en berne par rapport à ce qu'elle faisait il y a quelques années, mais c'est juste qu'elle a réorienté pas mal de ses débouchés vers l'Union européenne. Alors là, on avait regardé en œufs coquilles. Si on regarde en nouveaux produits, les évolutions, donc je remets, hein, c'était plus 75% hein, d'importation globale d'œufs coquilles de l'Union européenne en 2025 par rapport à 2024, alors qu'on est à que, entre guillemets, je dis que, mais c'est quand même déjà énorme, hein, plus 12% sur la partie ovoproduits entre 2025 et 2024. Quand on regarde l'évolution globale, donc l'Ukraine est aussi le leader fournisseur de l'Union européenne en nouveaux produits, mais on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur par rapport à ces challengers, par rapport aux œufs coquilles, puisque le deuxième pays qui sont au Royaume-Uni, alors c'est pas négligeable non plus, hein, ils sont à 17 quand l'Ukraine est à 28, mais c'est pas 7 fois plus que le second, quoi. Et puis on n'est pas sur des évolutions aussi marquées que sur la partie œufs coquilles, mais enfin ça reste néanmoins important. Et donc là, c'était sur l'année globale 2025 par rapport à 2024. Si on regarde maintenant le focus, le détail sur les 3 premiers mois de 2026, pour voir comment ça se présente sur le début d'année 2026. Donc là, vous avez à gauche les importations de l'UE en œufs et ovoproduits par origine, donc tout confondu hein, par origine, et vous avez en bleu turquoise l'Ukraine qui est tout en bas. Et donc on voit que l'Ukraine, on est à plus 27% sur les 3 premiers mois, donc malgré une hausse qui est très très forte ces dernières années, ça continue d'augmenter de façon très significative. Et puis après, il y a d'autres pays, on voit notamment sur la partie Turquie, qui est en jaune orangé, là, où il y a aussi une croissance très forte. C'est un peu ce qu'on avait déjà cité, qu'on commençait à voir. Donc la Turquie semble quand même vraiment se positionner en seconde place, là, derrière l'Ukraine, de façon globale sur les importations œufs et ovoproduits. Et sur le type de produit, donc vous avez les œufs coquilles qui sont en noir, là, sur le graphe. Donc c'est surtout ça qui continue de croître, même si sur les œufs, on voit qu'il y a une augmentation aussi, mais c'est surtout cette partie œufs coquilles qui est vraiment la partie en forte croissance. Donc l'Europe cherche à importer des œufs coquilles. Alors, on vous a préparé donc suite au conflit en Iran, dans des présentations qui ont pu avoir lieu, présentées par Mohamed ou par Adèle, quelle est un peu la situation face à ce conflit-là et quel ça peut avoir comme impact par répercussion directe ou indirecte sur le marché des œufs et ovoproduits. Alors déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les Émirats arabes unis, le Qatar, l'Irak, c'est des pays très importateurs d'œufs parmi les différents pays du Moyen-Orient, mais même au niveau mondial, c'est des très gros importateurs d'œufs. Et les Émirats arabes unis, c'est un peu la plaque tournante des échanges d'œufs au Moyen-Orient. Il y a beaucoup d'œufs qui transitent par ce pays-là et qui pèsent quasiment à lui tout seul la moitié de la part des importations des pays du Moyen-Orient, donc 47% pour les Émirats arabes unis. Pour vous dire quand même que c'est une zone très forte, très dense en termes d'importation. Là, vous avez les 290 000 tonnes TEOC qui sont apportées par le Moyen-Orient en 2025, qui sont précisées sur la diapo, et
ça représente 30% du commerce mondial d'œufs coquilles. Donc c'est vraiment un endroit, enfin une zone, on va dire, sensible sur la question des importations. Donc quand on demandait tout à l'heure quelles peuvent être les autres conséquences, notamment sur le détroit la fermeture du détroit d'Ormuz, là on est vraiment dans le cœur du sujet, avec des pays très importateurs sur cette filière. Alors, quand on regarde après l'évolution des fournisseurs d'œufs, quels sont les pays qui vont fournir des œufs au Moyen-Orient? Alors, il y a l'Inde, qu'on entend assez peu parler, nous, parce qu'on est assez peu concernés en Europe, mais qui devient le premier pays fournisseur du Moyen-Orient, et qui devance la Turquie et l'Iran. Alors, on reviendra sur la Turquie. La Turquie a perdu pas mal de parts de marché dans ces secteurs-là, et on l'a vu juste avant sur les graphiques pour l'Union européenne. Ils se sont notamment redéployés pas mal vers l'Union européenne, et c'est pour ça qu'on les voit, nous, apparaître dans les chiffres, dans les stats européennes. Donc tout ça, ça sera à regarder, bien sûr, parce que là, on n'est que sur l'année complète 2025, il faudra regarder sur 2026, avec le conflit, comment ça se projette. Mais donc, on a deux pays, notamment l'Inde et l'Iran, qui sont vraiment les deux pays fournisseurs, et bon, l'Iran étant en premier lieu concerné par le conflit, à voir comment tout ça va se repositionner. Est-ce que des pays comme la Turquie ou autres vont reprendre au départ de marché? Ça sera à suivre, mais en tout cas, on voit que ça va forcément bousculer le paysage. Et là, pour vous remettre un peu sur le contexte un peu mondial, pour prendre aussi un peu de recul sur les échanges, faut savoir que l'œuf, par rapport à d'autres productions, et notamment les produits carnés, c'est globalement une production qui a assez peu échangé. Il n'y a que 1,5% de production qui est échangée, donc c'est 25 milliards d'œufs, ce qui est faible au niveau mondial, par rapport à d'autres, je disais, les viandes ou autres, qui peuvent être plutôt autour de 10, 15, 20% selon les types de viande. Donc l'œuf est quand même globalement peu échangé. L'œuf, plutôt, on le consomme là où on le produit, hein, globalement, c'est un peu ça l'idée sur l'œuf. Alors, les ovoproduits, bien sûr, ça voyage mieux, on l'a dit tout à l'heure, donc ça peut être un peu moins vrai. On peut consommer des ovoproduits qui viennent plutôt d'autres zones du monde. Mais sur les œufs coquilles, c'est plutôt souvent des voisins, des pays voisins qui vont fournir les pays importateurs. Et donc là, vous avez l'évolution. Donc il y a eu un trou un peu en 2022. Alors pareil, effet IHP dans pas mal de zones du monde, dont l'Europe, dont la France, où il y avait moins de flux, puis aux États-Unis aussi, bien sûr. Et puis là, depuis, on a retrouvé, on va dire, les couleurs de ce qu'on avait plutôt dans les années 2019-2020. Avec une hausse un peu sur tous les segments, que ce soit les œufs coquilles, l'entier, les jaunes ou les blancs. Donc l'ensemble des productions qui sont plutôt à la hausse. Mais globalement, retenez que c'est quand même pas un marché sur lequel il y a énormément d'échanges, comme on peut l'avoir sur d'autres types de production. Donc voilà. Et on en parlait, donc l'Iran était le premier exportateur mondial d'œufs coquilles en 2025. Donc là, toute la question va se poser sur qu'est-ce qui va en être en 2026. Et donc là, vous avez le graphe à droite où vous voyez l'évolution des pays, donc classés, hein, du coup, c'est l'histogramme noir qui est le plus à droite sur 2025, et donc c'est de l'Iran le premier, l'Inde en second, l'Ukraine ensuite, l'Union à 27, etc. Et on peut voir aussi sur ce graphe, ce qui est très intéressant, c'est l'escalier en dégringolade de la Turquie, qui était à presque 350 milliers de tonnes équivalent œufs coquilles il y a encore 7 ans, et qui, depuis, vous avez vu, a vraiment perdu énormément de production. Donc la Turquie, c'est vraiment le grand perdant de la décennie sur ses volumes à l'export, alors que c'était le premier pays exportateur mondial en 2019, et qui pesait 37% du commerce mondial. Et maintenant, elle est au 6e rang mondial avec seulement 7% des exports. Mais par contre, des exports avec de la valeur ajoutée, notamment vers l'Union européenne, on l'a vu tout à l'heure. Et ce qu'il faut retenir également, c'est que 8 pays plus l'Union européenne à 27, donc c'est que quelques pays dans le monde, on va dire, qui concentrent presque la quasi-totalité, enfin en tout cas 85% des exportations mondiales d'œufs coquilles. Donc sur les œufs coquilles, c'est une poignée de pays qui font le marché mondial, en tout cas sur les échanges. Donc il y a une évolution positive, on l'avait vu sur le graphe juste avant, hein, de 15% sur la partie œufs coquilles. Donc on a plus de 120 milliers de tonnes en plus. Et il y a deux zones en fait qui vont capter cette croissance des importations, deux zones en fait qui sont demandeurs, qui ont besoin d'eux.
que sont toute la zone UE, justement, on en parlait tout à l'heure, mais aussi la zone, au niveau, le marché américain aussi, qui est demandeur aussi d'offres. Et puis, pour rappel, hein, pour les États-Unis, il y a eu des séquences là où les États-Unis étaient en recherche d'œufs de façon assez massive, et des pays comme la Turquie notamment ont pu à ce moment-là exporter vers ce pays-là. Et le Danemark aussi en Europe, quelques pays qui ont réussi à se positionner, ce qui n'est pas évident hein, d'intégrer le marché américain. Il y a un certain nombre de garanties qui sont demandées, mais donc ils avaient pu exporter vers les États-Unis. Et donc si on regarde, donc je disais le grand perdant c'est la Turquie, mais si on regarde les grands gagnants, en 2025, on verra en 2026, il y avait donc l'Iran, qui est devenu donc le premier pays exportateur mondial, qui exporte du coup vers ses voisins du Moyen-Orient. Donc forcément, là, il va y avoir des répercussions, on va voir comment ça va se modifier. L'Ukraine, on l'a beaucoup cité, donc notamment aussi vers l'Union européenne, et puis l'Inde, qui est le premier contributeur sur les 120 000 tonnes en plus. C'est le premier pays qui explique cette évolution. Donc l'Inde est aussi un pays à suivre. Pour rappel aussi, on a un accord de libre-échange aussi qui va se mettre en place avec l'Inde, notamment sur les œufs et les produits. Donc voilà au niveau des marchés mondiaux, enfin européens et mondiaux. Eh bien, donc on passe aux questions avec une première question sur la Turquie de Virginie. La Turquie est-elle en position de fournir durablement des œufs à l'UE par rapport à sa production? Et puis, quid des coûts de production là-bas, notamment en ce qui concerne les animaux? Ouais, alors on l'a pas remis là, c'est vrai qu'on l'avait mis, je sais plus si c'était en précédent, il y a quand même, j'ai plus les noms en tête, mais il y a quand même 2 grands groupes en Turquie qui sont vraiment bien positionnés pour l'export. Hein. Ça dépend aussi bien sûr de la capacité de certains groupes à pouvoir faire ces exports. Donc là, en Turquie, il y a quand même deux groupes qui sont bien positionnés. On l'a vu, la Turquie, elle a pas perdu toutes ses capacités de production, hein, donc elle en a sous la pédale, on va dire. Donc la Turquie, normalement, serait en position de pouvoir sûrement redéployer de l'export par rapport à ce qu'elle fait là. Elle a vraiment dégringolé. Alors pareil, un contexte géopolitique tendu avec ses voisins vers lesquels elle exportait. Il y a eu le marché irakien aussi à un moment. Enfin bon. Donc tout ça, ça va sûrement se modifier. Mais en tout cas, c'est un pays qui a eu les capacités et qui a encore sûrement des capacités à pouvoir exporter. Donc un pays à suivre. Et la semaine dernière, on était dans un groupe là où les acteurs demandaient à la Commission européenne de bien suivre les stats de ce pays-là pour voir comment effectivement ça allait évoluer dans les mois et les années qui viennent, quoi. Parce qu'on regarde beaucoup souvent le premier, là, notamment l'Ukraine pour nous, mais c'est intéressant de regarder un peu la Turquie, l'Inde aussi, hein, dont on venait de parler, pour voir comment ces pays-là vont évoluer, comment ils vont se positionner dans les mois et années à venir, quoi. Donc, concernant la Turquie, c'est uniquement le contexte géopolitique, finalement. Ce n'est pas sa production qui a pu se dégrader. Ce n'est pas des problèmes techniques en soi. Alors, il y a beaucoup le contexte géopolitique. Il y a sûrement d'autres effets. Hein, pour avoir ce tel niveau, il y a sûrement d'autres effets qui ont joué. Donc, oui, là, faudrait creuser un peu plus le sujet pour voir quels sont tous les facteurs qui ont pu jouer. Mais en tout cas, c'est sûr que là, notamment en termes de voisinage, c'est un pays qui était quand même pas toujours en bon terme avec ses voisins, quoi. On a une autre question concernant les USA. Qu'en est-il du marché là-bas? Et puis, est-ce que la moyenne prix est revenue à la normale? Alors pareil, on n'a pas remis de graphe, effectivement. Dans les derniers chiffres qu'on avait vus, c'était plutôt revenu à quelque chose d'un peu plus normal par rapport à une hausse qui avait été spectaculaire. Hein. Pour rappel, on était à des niveaux de hausse qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a pu connaître, nous, en Europe, sachant qu'ils en consomment beaucoup plus que nous, deux hein, aussi. Les pancakes. Ouais, et puis le matin, ils ont entre ça et puis les œufs brouillés du petit déjeuner. Enfin bref, ils en consomment un volume beaucoup plus important que nous. C'est vraiment encore plus, on va dire, dans leur quotidien. Et donc forcément, c'est un marqueur en plus de l'évolution du coût de la vie. Donald Trump avait un peu basé sa campagne, enfin pas que sur ça, mais notamment sur ça, que les Américains sont en capacité d'acheter des œufs pas chers. Et quand les œufs ont explosé, bon, c'était un peu un sujet, ça devient vite un sujet politique là-bas. Donc ils avaient importé beaucoup d'œufs de certains pays, on disait Turquie, Danemark, pour essayer de faire baisser les prix au niveau local, quoi.
Mais donc là, oui, il serait. Alors, j'ai pas les derniers chiffres en tête. Je sais pas, pareil, si Adèle et Mohamed, vous avez des chiffres en tête dernièrement. Mais on était plutôt revenu à quelque chose de plus classique, quoi. D'accord. Et puisqu'on parle de la consommation des œufs américains, parlons aussi de celle du Moyen-Orient. Mélanie nous demande, alors là je pense que Mohamed va devoir aller chercher des petits chiffres, mais quelle est la consommation d'œufs par habitant et par an au Moyen-Orient? Et puis est-ce qu'ils consomment plutôt des œufs blancs ou des œufs bruns? Est-ce qu'on sait ça? Alors ça, on doit l'avoir. Alors pareil, je laisse les collègues rechercher. En fait, on a les données de la World Egg Organization qui collecte un certain nombre de données, notamment la proportion de bruns et de blancs. Donc ça, on doit, alors, je ne l'ai pas en tête par cœur, mais on doit pouvoir retrouver cette donnée. Il y a d'autres données intéressantes d'ailleurs qui sont produites par ce groupe international de l'œuf, qui s'est réuni d'ailleurs tout dernièrement. Donc ça doit pouvoir se retrouver. Et après, pareil, sur le volume, pareil, si Mohamed a le temps d'aller rechercher dans ces données-là, je ne sais pas s'il les a facilement sous le coude, mais c'est des données qui sont partagées par la World Egg Organization. Mais que moi, je n'ai pas en tête. Enfin, on sait que c'est des pays qui sont très consommateurs de produits volailles, que ce soit en volaille de chair ou en œuf. Ils sont très consommateurs. Après, à savoir le chiffre précis, ça, je ne l'ai pas. Ok. N'hésitez pas si vous avez à nouveau des questions concernant l'Ukraine, les engagements d'aliments d'ici 2028, ça rassure pas. On n'a toujours pas de moyens un petit peu d'essayer de freiner ça, non? Il y a toujours, donc il y a eu les systèmes de freins qui sont toujours en place. Mais qui ne contiennent toujours pas. Qui ne contiennent toujours pas. Alors, pas en œuf, après sur d'autres productions. Ça a pu avoir des effets peut-être plus visibles ailleurs. En œuf, c'est vrai que pour l'instant, on n'en voit pas les effets. Et puis après, la question, ça va être, mais ça c'est pareil, là on voit il y a des bruits de couloir un peu sur quel serait le schéma d'intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne. Là pareil, on a fait une étude d'ailleurs en Italie pour le ministère de l'Agriculture avec les autres instituts techniques animaux et un peu végétaux aussi d'ailleurs, pour voir l'impact de l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, quelles seraient les conséquences sur l'agriculture européenne et française. Il y a plusieurs scénarios qui se traduisent. Si c'est un scénario, la France et l'Allemagne pencheraient plutôt pour des scénarios un peu intermédiaires, c'est-à-dire que l'Ukraine ne rentre pas d'un seul coup dedans, et notamment pour le mécanisme de la PAC, alors la volaille n'est pas directement concernée par la PAC, mais indirectement par les aides, on va dire, sur les matières premières. Donc l'idée, c'est de voir un peu, effectivement, selon les scénarios, quelles pourraient être les conséquences. On sait forcément que sur la volaille, que ce soit en œuf ou en chair, ça va forcément impacter beaucoup. Quand il y a eu l'entrée de la Pologne, qui est un pays beaucoup plus petit que l'Ukraine, on a vu toutes les conséquences que ça a pu avoir sur la production de volaille en Europe. Bon, là, forcément, avec un mastodonte comme l'Ukraine, c'est sûr que ça va venir chambouler un peu tout ça. Après, les Ukrainiens sont assez, comment dire, pareil, je repense à une conférence de Agridé, là, un think tank qui avait fait production sur le sujet, là, sur l'intégration de l'Ukraine et des autres pays d'Europe de l'Est, la zone des Balkans, etc. Et en fait, il y avait des acteurs ukrainiens qui disaient, mais en fait, voyez aussi ça comme une opportunité, ce qui est un peu difficile pour les acteurs de nos filières, mais une opportunité notamment sur les matières premières, parce qu'avec l'Ukraine dans l'Union européenne, il y a un certain nombre de sécurisations de nos matières premières, de soja aussi, qui peuvent venir d'Ukraine, le tournesol, bien sûr, qui vient d'Ukraine. Enfin bref, il y a plein de matières premières. Si l'Ukraine faisait partie intégrante de l'Union européenne serait aussi un acteur encore plus important sur la scène agricole mondiale. Il n'empêche, une fois qu'on a dit ça, que pour nos filières à nous, là, qui nous concernent aujourd'hui, c'est un peu difficile de voir le verre à moitié plein sur l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Mais il faut rappeler aussi que s'ils rentrent dans l'Union européenne, ils devront aussi se soumettre aux mêmes directives que les autres pays européens. Donc, ce qui est un peu là où le bas blesse actuellement, puisqu'il y a des distorsions importantes du fait qu'ils ne sont pas encore soumis aux mêmes règles, alors qu'ils ont un accès assez facilité à notre marché, quoi. Donc, c'est vrai qu'on est dans un entre-deux qui n'est pas le plus serein. Mais après, effectivement, ils devront respecter, notamment si demain, il y a la fin de la cage, par exemple, prenons cet exemple-là dans l'Union européenne, ça veut dire que l'Ukraine, qui est très, très, très majoritairement en cage actuellement, et même en cage non aménagée, devra basculer tout
retrouve son mode de production. Après, peut-être qu'eux, ils feront le pas directement de passer d'une cage non aménagée à un système seul, sans être passé par l'étape intermédiaire que nous, on a fait des cages aménagées. Et est-ce qu'on sait sur place si les exploitations commencent un petit peu à se préparer à cette entrée? Oui, enfin, en tout cas, donc il y a eu plusieurs missions qui ont été faites en Ukraine et on voit qu'ils se préparent effectivement. Il y a des réglementations aussi ukrainiennes hein, qu'on avait retrouvées là quand il y a eu cette étude faite dans laquelle il y avait Mohamed qui a participé et puis Mathieu, désolé, qui est aussi dans le service pour la partie volaille de chair. Donc ils avaient retrouvé des éléments de mise en place de nouvelles réglementations ukrainiennes pour essayer de se conformer peu à peu aux exigences européennes. Donc c'est en train de bouger. Et après, ils ont aussi les moyens de leur volonté, j'ai envie de dire, puisque notamment sur les marchés à l'export, que ce soit d'ailleurs pour les œufs ou la volaille, c'est quand même des groupes qui sont quand même assez solides, enfin des gros groupes hein, qui sont en capacité de se restructurer rapidement pour répondre aux demandes, des exigences européennes. Une question de Karine. Quelle est la différence entre poule blanche et poule brune et les œufs sont-ils orientés différemment? Oui, alors en France, donc déjà les souches brunes pour pondre les œufs bruns et les souches blanches, les œufs blancs, ça c'est important de le rappeler. Et alors après, effectivement, ça c'est vraiment culturel en fait. Selon les pays, selon les zones du monde, on a l'habitude de consommer, notamment quand on achète des œufs coquilles, plutôt bruns ou plutôt blancs. En France, on est clairement en magasin, on trouve, même si ça commence à arriver hein, dans certains discounters notamment, on commence à trouver des plateaux de blancs. Mais en France, globalement, on est sur une consommation d'œufs coquilles bruns, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres pays, comme notamment les États-Unis. Je dis les États-Unis parce que quand on regarde des séries ou des films américains, on voit souvent qu'ils sont des œufs blancs. C'est aussi vrai dans d'autres pays d'Europe, hein, où il y a de la consommation de blanc qui est de plus en plus importante. Je pense aussi à nos voisins. Enfin, moi, j'habite juste à côté de la Belgique, où on voit l'augmentation année après année dans les linéaires de blanc. Et après, les souches blanches sont souvent quand même plus performantes. Et donc, il y a une tendance aussi à aller vers de la blanche parce qu'elle peut avoir, notamment, on l'a dit tout à l'heure, des durées de vie plus longues. Donc ça, on amortit, on va dire, le coût de la poulette sur une plus longue période. Meilleure efficacité alimentaire, donc aussi meilleur bilan carbone, etc. Donc la blanche a quand même pas mal d'avantages. Elle est un peu plus diffusée dans le monde. Mais bon, culturellement, en France, pour l'instant, on n'est pas encore à casser des œufs coquilles blancs dans nos omelettes. Donc, c'est pas encore pour tout de suite en France que ça sera majoritaire. Et par contre, pour les ovoproduits, là, en France, on a quand même, donc c'est 80-85% d'œufs bruns et le reste en blanc. Et en blanc, c'est quasiment uniquement pour les ovoproduits. Eh bien, si pas d'autres questions, on va aller sur notre dernière partie. Donc la dernière partie, c'est vraiment un peu une ouverture sur quelques autres sujets qu'on regarde un peu d'un WebEco à l'autre. Donc le premier point qu'on voulait vous remettre, c'est le plan de souveraineté, parce qu'on a beaucoup parlé de souveraineté dans les filières alimentaires françaises et notamment dans les filières d'élevage. Sachant que, on en a discuté en préambule, mais on a vu beaucoup de rayons vides sur les œufs, il y a eu beaucoup de choses qui ont été reprises dans les médias, etc. Bref, donc on sent que sur la question de la souveraineté, c'est un sujet qui concerne beaucoup toutes les filières, dont la filière œufs, qui, pour rappel, est à peu près à l'équilibre. Hein, on est à un peu plus de 95% de taux d'auto-approvisionnement, c'est-à-dire de production sur consommation en France. Et donc, pour être bien, il faudrait être à 100%, voire même plutôt à 105%, on va dire, pour qu'il y ait un peu de marge de manœuvre en cas d'aléas sanitaires ou climatiques ou quoi que ce soit. Donc là, le CNPO, donc avec l'appui d'Itavi, a fait des projections de consommation suite aux assises de la souveraineté pour voir un petit peu vers quelle tendance de consommation on se projette et du coup, qu'est-ce que ça nécessiterait comme terme de construction de poulailler. Donc là, c'est les projections que vous voyez sur le graphe de gauche. Donc 237, c'est le point à date, actuel, on va dire, de la dernière année complète. Et donc, si on projette la même tendance d'évolution de la consommation, où on disait tout à l'heure, hein, tous les voyants sont au vert, on arriverait à une consommation d'œufs par an par habitant de 252 œufs par an par habitant en 2030. Et en 2035, on atteindrait même presque les 270 œufs par an par habitant. Donc c'est une projection, hein, bien sûr, donc soumis à plein de potentielles variations.
mais ça donne une tendance. Et puis, vous avez la proportion entre œufs coquilles et vos produits. Donc, ça s'expliquerait plutôt, pareil, sur la poursuite de la tendance actuelle, sur une hausse surtout de la partie œufs coquilles. Et donc, pour retrouver cette autosuffisance à 100%, il faudrait donc construire, donc c'est le plan de l'Interpro, le CNPO, 575 poulaillers d'ici l'échéance de 2035. Donc ça montre qu'il y a un certain nombre de poulaillers à construire, avec toutes les limites, hein, ça c'est ce qu'il faudrait, mais avec toutes les limites administratives, on a mis sur la réglementation, etc. C'est un sujet aussi, hein, vous avez pu entendre dans les programmations de la loi agricole actuelle, c'est des sujets qui sont importants pour savoir est-ce que le gouvernement peut aider un peu à aider à ce que les constructions de poulaillers se fassent si on veut être autosuffisant. Et puis un second objectif qui était déjà plus ancien, enfin qui était avant que le plan de souveraineté se fasse, de 90%. Hein, on l'a cité tout à l'heure, pour l'instant, on est encore à un taux de poules qui est en cage qui est en dessous de 25%, qui s'approche de 20%. L'idée, c'est d'avoir plus que 10%, c'est-à-dire 90% des poules qui sont élevées dans des modes alternatifs dans les fermes françaises. Voilà, donc ça, c'est sur le plan de souveraineté. Et deuxième chose, un peu sans transition, mais un autre point un peu d'actualité, puisqu'on avait fait à chaque fois un petit épisode dans chaque Webeco pour vous tenir un peu au courant de cette particularité un peu française, puisque pour l'instant, vous savez, il y a l'Allemagne et la France, et puis il y a quelques pays là qui ont commencé à s'y mettre. Il y a les Pays-Bas et l'Italie qui vont bientôt y passer, la Belgique, enfin bref, la Suisse, qui n'est pas dans l'Union européenne, mais qui avait interdit aussi l'élimination des poussins mâles. Donc c'est un sujet qui se développe. On l'a dit tout à l'heure, c'est aussi dans le scope de la Commission européenne là, sur la proposition d'évolution bien-être animal qui doit avoir lieu en 2026. Il y a aussi dans les 5 points capitaux, il y a la question de l'élimination des poussins mâles en filière pondeuse. Bref, tout ça pour dire qu'il y a eu plusieurs mécanismes qui avaient été mis en place, qu'on avait présentés les fois précédentes. Là, les anciens mécanismes se sont arrêtés. Et donc, il y a un nouveau système maintenant qui est en place et effectif, on va dire, depuis la fin de l'année dernière et qui continue cette année. C'est la mise en place d'un nouvel indice. Donc, il y avait un indice matière première Itavi. Maintenant, il y a un indice poulette souche brune Itavi. Donc, l'Itavi, en fait, collecte auprès des couvoirs français le prix catalogue des poussins et le traduit en indice. Et ça nous permettra de suivre, ça nous permet de suivre mois par mois l'évolution du prix des poussins ovosexés. Et là, vous voyez sur le graphe qui était plat jusqu'au mois de novembre et a doublé, là, est passé de 100 à 200 au mois de décembre. Ben, en fait, c'est la réintégration, ou l'intégration plutôt, du surcoût de l'ovosexage dans le prix des poulettes ovosexées. Et donc, ça permet, notamment pour tout ce qui est sur les contrats Egalim, etc., de répercuter de façon un peu plus automatique cette hausse du coût de la poulette dans le prix final. Donc, c'est plus l'ancien système avec une collecte au sans eux auprès des distributeurs et reversé au couvoir. C'est vraiment un système, j'ai envie de dire presque plus classique, où chaque maillon répercute au maillon suivant le surcoût de sa poulette. Voilà. Pour ça, hop. Et donc, pour terminer, et puis on pourra reprendre encore peut-être quelques questions. Donc, ce qu'il faut retenir là sur cet épisode, il y a toujours cette dynamique de consommation. Donc, ça, c'est extrêmement. C'est un truc vraiment à retenir, c'est vraiment ce point très favorable. Et derrière, c'est comment ça peut se traduire, comment on met en place les choses pour qu'on arrive, au niveau de la production notamment, à suivre cette consommation. Donc, il y a la transition déjà des modes de production qui complexifie, hein, bien sûr, parce que quand on a des ruptures, ça peut être des fois sur un code, etc. Donc, il faut continuer à faire cette transition, mais qui n'est pas forcément toujours évidente, et qui est plutôt repartie à la hausse là, sur la transition des systèmes cage après une ou 2 années un peu peut-être de pause, ou en tout cas de ralentissement de la transition. Sur le besoin de développement, ce que je disais, de voir un peu qu'est-ce qui peut être mis en place pour que des poulaillers puissent se faire, notamment avec tous les plans de souveraineté. Alors avec un petit point quand même de bémol, en tout cas de vigilance, mais le CNPO
regarde ça de près également, c'est de ne pas avoir d'effet. On sait que c'est très cyclique les productions, et donc le risque, c'est que si d'un seul coup il y a trop de poulaillers, on risque de se retrouver dans une situation inverse dans quelques temps, parce que le pas de temps de construction des poulaillers et de mise en place, c'est forcément un effet à plutôt moyen terme, on va dire, en tout cas pas à très court terme. Donc les poulaillers qu'on va commencer à construire ces années-ci, le temps qu'ils soient en place et en production, ça sera un peu plus tard. Donc veiller à ce que le marché ne se retourne pas. Donc pour ça, il faut suivre de près quand même les besoins. Sur l'IAHP, on en a très peu parlé parce que je vous disais, c'était plutôt stabilisé, mais il y a quand même toujours quelques cas. Il y a eu un arrêté ministériel là, le 22 mai, donc normalement, dans les jours qui viennent, là, au journal officiel, ça va être publié qu'on est passé de nouveau en risque négligeable, s'il n'y a pas d'autres cas d'ici là. Donc toujours affaire à suivre. Il y a aussi la question de la vaccination dans d'autres pays, je n'y reviens pas là, mais il y a d'autres pays qui sont vraiment en train d'être prêts à basculer vers la vaccination, ce qui rendrait la France un peu moins isolée sur ce plan-là également. Sur l'Ukraine, les imports qui se poursuivent principalement en œufs coquilles, donc pareil, à suivre avec notamment l'intégration petit à petit de l'Ukraine dans l'Union européenne. Et sur l'ovosexage, donc nouveau système mis en place en France avec un indice poussin qui est maintenant publié mensuellement par l'Italie. Et le deuxième point, c'est de regarder ce qui va se passer sur le déploiement de l'ovosexage dans les autres pays européens, donc avec notamment la Commission européenne qui devra faire des propositions dans les mois qui viennent. Donc voilà un peu dans les différents éléments. Et voilà, on va prendre les dernières questions. Donc, on a une question de Mélanie qui nous demande quel est notre taux d'autosuffisance. Je crois que c'est 95%, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, 95,4 ou 6, je ne sais plus si Adèle ou Mohamed, vous pouvez remettre le chiffre précis. C'est vrai qu'on n'a pas remis le graphe. Je pourrais le remettre d'ailleurs, je vais le ajouter dans le diaporama. Elle demande la précision, donc 575 poulaillers, ça correspond à combien de poules ? Alors là, je ne sais pas, je pense qu'on a peut-être des gens du CNPO qui pourront détailler ça. Je ne sais pas s'il y en a qui sont là. Si voilà. Paris ou et puis, si quelqu'un du CNPO peut aussi nous préciser voilà, combien ils espèrent une moyenne de combien de poules par poulailler. Ils pourront expliquer un peu plus en détail la construction des chiffres. Si quelqu'un veut bien répondre à cette question. Virginie nous demande aussi s'il y a une hausse des mises en place de poules blanches pour limiter les coûts d'ovosexage. Très bonne question, ça. Alors, je ne sais pas si on a les derniers chiffres pour y répondre, mais c'est quelque chose qui avait été en tout cas regardé dès le début. C'est pour ça d'ailleurs que dans le tout dernier système, avant la mise en place de l'indice poussin ovosexé en souche brune, il y a le dernier mécanisme avant, c'était bien sur l'ensemble des œufs qu'on allait rechercher. La redevance, la taxe, je ne sais pas comment il faut l'appeler, qui était collectée sur les distributeurs et reversée après au pouvoir. Ça permettait de toucher tous les œufs, y compris les œufs blancs. Même si on ovosexe que les souches brunes, au moins la collecte était faite sur l'ensemble des œufs, y compris les œufs blancs. L'idée, c'est effectivement qu'il n'y ait pas d'effet d'opportunité, de dire, du coup, on en profite pour passer aux œufs blancs, donc c'était regardé. Et là, l'idée, c'est pareil, c'est de suivre sur les indices. Donc là, pour l'instant, il n'y a qu'un indice qui est publié, mais on regarde aussi ce qui se passe sur la partie blanche. Pour éviter effectivement, en tout cas, de veiller à ce qu'il n'y ait pas juste un transfert profiter de la manne, ouais. Frédéric nous demande si on a les statistiques sur les constructions autorisées pondeuses et reproducteurs sur 2025 et perspective 2026. Alors, on suit le nombre de permis de construire. En fait, le chiffre qui est possible à obtenir. Donc, il y a deux façons. Il y a le chiffre des permis de construire qu'on regarde, mais c'est toutes volailles confondues. Donc après, c'est pas forcément évident de savoir qu'est-ce qui est de la volaille de chair, qu'est-ce que des œufs dedans. Donc ça, c'est quelque chose qui est regardé globalement. On essaye de faire la ventilation entre les filières œufs et volailles de chair, mais c'est pas si évident. Et après, le CNPO a une enquête spécifique. Donc là, on vous a parmi les éléments, mais quand vous allez demander au CNPO ou dans des journées Italie Watt, c'est des choses qui peuvent parfois être présentées pour suivre de façon assez fine quels sont les systèmes encore en cage,
aujourd'hui, combien il y en a, combien ça représente et vers quoi elles ont prévu de faire la transition. Est-ce que c'est des systèmes qui vont s'arrêter? Est-ce que c'est des systèmes qui vont basculer en code 2? Donc ça, il y a un suivi très très fin fait de la part de l'interprofession, alors qui n'est jamais 100% exhaustif, hein, mais en tout cas qui est suffisamment représentatif pour avoir un regard assez précis sur ce qui se passe et qui permet de suivre effectivement où on en est sur cette transition et de savoir précisément. Donc c'est une enquête qui est faite par l'Itavi. Nous, on collecte auprès des opérateurs, des conditionneurs, des fabricants de vos produits, le nombre d'élevages qu'ils ont encore en code 3 et combien ça pèse de poules et combien, à quelle échéance ils sont prêts à changer ou pas. Voilà. Donc ça, c'est suivi de très très près et je pense que c'est quand même important de le faire pour voir effectivement où on en est précisément, ne sachant pas pour l'instant, comme je disais tout à l'heure, quelle sera la nouvelle réglementation, s'il y a une nouvelle réglementation il y a, et des impacts potentiels, bien sûr, de cette réglementation. Une question peut-être un peu vague, mais je vous la pose quand même. Est-ce que nous aurons assez de poulettes pour produire plus? Nous demande le Galec. En tout cas, on a vu que le nombre de mises en place était plutôt en augmentation, alors en France et en Europe. On a normalement les couvoirs qui sont en capacité d'essayer de suivre cette demande supplémentaire. L'ovosexage en France, c'est déjà en place, donc ça, c'est plus une question, on va dire, c'est en routine. Donc, oui, on peut espérer que... Mais tout ça, c'est pareil, hein, c'est sans aléas sanitaires qui peuvent venir vite mettre à mal toutes les plus belles perspectives possibles, quoi. Mohamed a complété des questions. Alice Richard aussi, d'ailleurs, est en train de compléter. Il y a beaucoup de chiffres là sur le chat. Hein. N'hésitez pas à les consulter. On a une question sur les modèles de vaccination pour l'IHP. Alors, quel pays ont quel modèle de vaccination pour l'IHP? Alors, donc en France, déjà, il y a la question, hein, parce que donc en France, avant, on n'avait qu'un seul vaccin autorisé. Maintenant, il y en a 2 qui sont autorisés, celui de Boehringer et celui de Ceva. On a le droit de les mettre en... mixte, on peut utiliser 2. Le premier peut être en injection au couvert. Enfin, il y a déjà beaucoup de choses qui ont évolué en France. Il y a la 3e dose aussi. Alors, bien sûr, on rappelle aussi, on ne vaccine que les canards en France. Hein, on vaccine les canards pour couvrir l'ensemble des volailles. Et il peut y avoir aussi une 3e dose qui peuvent être faits sur notamment les canards qui ont une durée de vie plus longue et dans des zones un peu tendues. Et ça permet d'être sûr qu'ils soient encore couverts par la vaccination de façon plus large. Et pour rappel, il y a d'autres pays, donc la France s'était focalisée sur le canard, il y a d'autres pays, par exemple les Pays-Bas, et c'est notamment à eux que je pense, qui étaient partis plutôt pour vacciner leurs poules pondeuses, justement. L'Italie, c'était plutôt les dindes, en fonction de quel est le vecteur sur leur pays, la production sur leur pays. Le canard, c'est quand même assez franco-français comme production, hein, par rapport à nos voisins européens, en tout cas de l'Europe occidentale, il y en a un peu plus dans des pays d'Europe de l'Est. Du coup, chacun voit un peu ses besoins. Et les Pays-Bas, ils sont venus en France. Ils ont étudié le système français. Là, j'ai vu on a vu des articles de presse comme quoi ils étaient en train vraiment d'essayer de mettre en place. Ce qui fait peur à tout le monde sur la vaccination, c'est la fermeture des marchés. Hein. C'est vraiment une question après, derrière, d'accès au marché. Hein. C'est surtout ça qui fait peur, plus que la capacité technique de mise en place de la vaccination, quoi. Il y a un surcoût, mais... ça, à la rigueur, on va dire que c'est à peu près bien appréhendé. Ce qui fait un peu plus peur, c'est est-ce qu'un pays qui vaccine va se retrouver avec des marchés fermés, ce qui a été le cas pour la France dans certains pays. Donc, les pays qui pensent y basculer dans la vaccination, ils réfléchissent à 2 fois avant d'y passer. Et bien sûr, plus il y a de pays qui vaccinent, mieux c'est pour la France, puisqu'elle se retrouve moins isolée. Et en termes de diplomatie sanitaire, si la majorité des pays européens, par exemple, vaccinent, du coup, c'est beaucoup plus simple d'avoir... une diplomatie sanitaire au niveau européen cohérente, etc. Donc, c'est plutôt... on a tout intérêt à ce que les voisins fassent comme nous. Voilà. Est-ce que nous avons une autre question? C'est le moment ou jamais, s'il vous reste une question en tête. Et puis sinon, nous allons clôturer ce webinaire. Merci à tous. Et puis merci, je vois que effectivement ceux qui ont complété les données dans le chat, j'ai pas pu tout lire, il y a beaucoup d'infos. Mais merci à tous ceux qui ont contribué. Oui, merci à tous. Et puis merci à vous d'avoir assisté à ce... Ah ça y est, ça tombe. Ça y est, les questions. Quelle dynamique de la filière repro?
Alors sur la filière repro, pareil, on n'a pas mis les derniers chiffres. Là, il y a une des difficultés, c'était la compétition. En fait, on cherche tellement d'œufs de consommation qu'on se crée un peu de concurrence par rapport au système repro. Puisque pour des éleveurs, ça pouvait être intéressant d'être plutôt en œufs de consommation qu'en repro. Donc ça, c'était un peu une difficulté. Alors, je ne sais pas où ils en sont, si ça a un peu évolué, mais c'était ça un des points d'attention. Et effectivement, ça a été dit tout à l'heure, mais si on veut pouvoir augmenter en production, il faut que tous les maillons suivent. Et il faut effectivement que le maillon repro participe aussi là-dessus. Et après, ce qu'il faut éviter, ce qui s'était passé en Allemagne, c'est qu'on perde des couvoirs. On n'en a déjà plus énormément en France, donc il faut que tous les couvoirs puissent continuer d'exister pour permettre d'avoir de la production et puis pas mettre tous ses œufs dans le même panier, si je puis dire. Puisque quand il y a vraiment plus beaucoup de couvoirs, s'il y a un impact sanitaire chez un, ça peut devenir très vite problématique, donc de garder... Voilà, je vois qu'Adèle complète, merci, c'est 95,8 le taux de auto-approvisionnement. Je remettrai le graphe, c'est vrai qu'on ne l'a pas mis là, mais je le remettrai le graphe sur l'évolution jusqu'en 2025 aujourd'hui. C'est important d'être précis. Merci Adèle Sanson. Eh bien, on va clôturer là ce webinaire. On se retrouve, nous, jeudi à 10h pour le second Webeco qui sera consacré cette fois-ci au marché de la volaille. Merci à tous. Et puis, je vous ai mis la formation Itavi pour ceux qui veulent en savoir plus sur les enjeux économiques des filières volailles de chair et pondeuses. On a cette formation qui est disponible. Et pareil, sur les enquêtes Itavi. Les collègues de la formation m'ont dit de faire passer le message, donc je le fais passer. Et puis, on remercie le partenaire de ce Webeco qui est CCPA Group. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire et puis à très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.